Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis avec... Merde, on le voit pas, non c'est bon, petit problème. Pour commencer, c'est pas grave, je suis avec Colby. J'allais dire comme tous les lundis, nous ne sommes pas lundi, mais c'est pas très grave. Je suis avec Colby pour Ordelé. Comment vas-tu Colby? Écoute, moi ça va. Après, niveau humeur, je suis un peu mitigé, entre, tout ce qui s'est passé pendant la semaine, hein, mais on est là pour en parler comme d'habitude de toute façon, donc allons-y. Exactement, désolé pour le léger retard, hein. C'est de la faute à Colby comme d'habitude, hein. Tu remarques quand on est en retard à cause de toi, je le dis, quand c'est à cause de moi, je le dis pas. Mais ça c'est... Non, quand c'est toi, tu dis que c'est moi aussi, donc Exactement. Bref, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. On va parler de Paris-Roubaix déjà qui a eu lieu dimanche. On va parler du Pays Basque, de tout ce qui a eu lieu sur le Pays Basque, de la chute forcément également, de toutes les courses. On va faire un petit point avant les Ardennaises parce que bah, les Flandriennes c'est fini. Hop, on les met de côté. Place aux Ardennaises. Après, on va très vite arriver au Giro aussi. La saison avance très très vite. Et puis voilà quoi. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Euh, de base, ça devait être hier, hors délai, vous le savez, c'est tous les lundis. J'étais sur Roubaix, c'était pas du tout prévu. Du coup, hier, je suis rentré, j'ai fait le trajet retour. J'étais pas très en forme pour live, du coup, on a décalé aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas très grave. On va revenir sur tout ça avec un jour de plus. Bon, allons-y, hein. Je te propose qu'on commence par Roubaix. Il y a pas mal de choses à ouais, dire. hein, ouais, bah, c'était comme d'hab, hein, c'est Roubaix, c'est une course qui est peut-être la plus belle à regarder, parce qu'on le sait, c'est les Flandriens qui proposent souvent les plus belles courses dans le peloton, et cette année, ça a pas dérogé à la règle. Encore une fois, il s'est passé énormément de choses. On voyait le résultat, Mathieu Van Der Poel s'est imposé devant Philipsen, encore une fois, donc 2 années de suite qui font le doublé et ouais, Alpecin a vraiment contrôlé la course de A à Z. C'était leur course et personne n'a pu les empêcher de dicter le tempo et c'était limite trop simple, en fait. Ouais, très très grosse équipe Alpecin. Bon, on s'y attendait à ce que Mathieu Van Der Poel gagne et soit au-dessus du lot. Ça, c'est pas de surprise. Par contre, que Alpecin soit aussi fort et arrive à contrôler du début à la fin chaque kilomètre, surtout pour une course, tu l'as dit, Roubaix, c'est la course la plus dure. C'est ultra dur de contrôler tout ce qui se passe. Il y a un énorme facteur chance aussi sur la course. Mais Alpecin a Ouais. été impérial, hein. Ils ont trop bien couru. Il y a Gianni Vermeersch qui a été à un niveau exceptionnel. Et tout l'effectif ensemble ont été très très forts, hein. Ouais, mais c'est ça, on a souvent parlé d'équipes qui avaient un meilleur, qui étaient meilleures sur le papier, qui avaient de meilleurs noms. Par exemple, la Lidl Trek avant toutes ses chutes et Ouais. blessures, la Visma pareil, la Groupama aussi qui venait avec une très bonne équipe. Mais là, Alpecin de Koenig, tu sens en fait vraiment que l'équipe, chacun connaît sa mission du début à la fin. C'était tout bien organisé, tout s'est très bien passé. Il y a même quelques petites crevaisons pour Philipsen, pour un équipier au début, je crois que c'est Riesebeek ou Dilly, un des deux. Tout s'est passé quand même comme il fallait. Ils avaient quand même le petit plan B, tout. Enfin, c'était vraiment trop facile et Van Der Poel, bah, gérait sa course parfaitement. Il a pu décider à quel moment il voulait s'isoler, à quel moment il voulait attaquer. Donc, ouais, c'était incroyable. Ouais, du coup, Mathieu Van Der Poel, il s'est isolé à plus quasiment 60 bornes de l'arrivée, il me semble. 59 km 600, je crois, ou 700 pour être exact. Et il est sorti, bah, à un moment donné, on s'y attendait pas trop en vrai, hein. On s'attendait à ce qu'il sorte potentiellement dans les secteurs d'après, comme Mont-Saint-Pével ou quoi. Mais il a réussi à anticiper, il a réussi un petit peu à surprendre tout le monde derrière. Et la manière dont il sort, sérieux, franchement, c'est de l'art, hein. Je sais pas si t'as vu la photo, ils ont comparé les mains des coureurs, les mains de VDP, t'as l'impression il sort de la douche le mec. Les mains de tout le monde, ils arrivent tous arrachés de partout. Lui, je sais pas, ce mec, je ne sais pas de quoi est fait ce mec, mais c'est un monstre absolu. Un sixième monument pour lui, du coup, deuxième Paris-Roubaix. Euh, Bah voilà, hein, il continue, hein. La bataille Ouais, face à Poga, 6-5. et surtout, mine de rien, il aurait pu gagner les 3 premiers monuments de la saison, s'il n'y avait pas Philipsen comme équipier slash leader, tu vois, sur Milan-San Remo. Parce qu'on a très bien vu que Van Der Poel était plus fort que Pogacar sur Milan-San Remo. Et tu te dis vraiment que un début de saison comme ça, même Gilbert, c'était peut-être pas autant en fait, en 2011. Donc Si, c'était franchement, mieux, c'était mieux. ouais, Gilbert avait plus de courses à son actif, je pense, mais après Van Der Poel, vraiment, taux de réussite, c'est 80%, je pense qu'il a gagné 4 courses sur 5. Enfin, 3 sur c'est 5, je crois, hein. Les 3 deux sur fois où il est 5. battu, c'est une fois c'est Philipsen et l'autre fois c'est Pedersen. Ouais, voilà. Donc
Ouais, que c'est compliqué, hein. Je pense que ça va être compliqué pour les autres, coureurs de le battre et encore plus quand, beh, tu une équipe comme celle-là. Maintenant, je pense qu'on en parlera aussi, hein, mais on ne sait pas si Philipsen va rester chez Alpecin. On verra pour les années suivantes. En tout cas, là, on voit que tout est rodé pour Van der Poel et ça marche à la perfection. Ça marche à la perfection, je te propose, c'est qu'on revienne sur les éléments principaux de la course, on va dire. Il s'est Ouais, passé beaucoup de choses. Déjà, la première chute qui a changé quelques choses à la course. On a eu du Team Merlier au tapis, la chute avant même le premier secteur pavé, hein, sur la grosse ligne droite, là où ça va s'entasser dans la file de voitures à gauche. On a Team Merlier au sol, je sais plus on a qui exactement. On a Milan aussi, qui nous a Milan, ouais, refait un petit, un petit saut d'humeur sur le caméraman ou le journaliste, je sais plus sur qui. ouais, Euh, des chiffres comme ça. Même à son DS, il était assez agressif envers son DS, donc c'est Milan, hein, on connaît, hein, on se souvient, je crois que c'est sur l'UAE où il fait son petit geste sur un Français là dans le peloton à l'approche d'un sprint. ah, c'est Milan. On commence à s'habituer, mais je trouve ça dommage qu'il garde encore cette attitude malgré qu'il soit dans les conditions parfaites, avec une très bonne équipe, des résultats qui suivent, hein. Voilà, qu'il soit un peu plus humble peut-être, ça ferait pas de mal. Mais bon, voilà, je pense qu'il était aussi très frustré parce que c'était sûrement la course où il pouvait le plus se montrer aussi. On a vu sur le Gravel Game des prémices à ce qu'il pouvait faire sur les pavés. Et ouais, bah là, il a même pas pu faire un seul secteur pavé, il était déjà au tapis. Donc, un peu dommage pour la Lidl Trek qui, encore une fois, a dû improviser, je pense, beaucoup sur la course. Et malheureusement, bah Twersen était un peu trop léger. Mais ouais, comme tu as dit, revenons point par point, je pense. Et après cette chute, ce qui s'est passé, c'est que Alpecin a contrôlé la course. Ah, Et ils il ont y a bien eu contrôlé, hein. au bout du troisième secteur pavé, hein, ça a pété. Donc, c'était Kevin Saint-Piton. Il y avait ce vent. On voyait qu'il y avait des débuts de bordure. Et ils ont passé le secteur en tête, Alpecin tout simplement. Et ouais, ils ont fait leur tempo, personne les a dérangés. À la sortie du secteur, c'était un vent de côté. Ils ont essayé de continuer d'accélérer, ça a tout fait péter, quoi. Ouais, ouais, ça a explosé très très tôt, hein, et là, Alpecin, ils étaient encore quasiment tous au complet. Premier groupe. À ce moment-là, il y a qui de piégé? Il y a Pedersen de piégé qui est dans un groupe derrière. Il y a Pitcock. Il y avait pas mal de noms, hein. Et tu vois, c'est des petits efforts par-ci par-là où Pedersen, mine de rien, avec Lidl Trek, il a été esselé par moment. Il a pris des cassures, des bordures. Ça, c'est des efforts VDP. Il a pas eu besoin d'en faire un seul de toute la course, quoi. Tellement il était Non, bien protégé. c'est sûr, et il a même pas crevé, Van der Poel. Et on parle beaucoup du facteur chance sur les crevaisons et les problèmes mécaniques sur Roubaix. Mais je pense qu'il y a aussi l'habilité que tu as sur ton vélo. Parce que le fait que Van der Poel ne tombe pas sur toutes tes courses, qu'il n'ait aucun problème mécanique, ou quand même, par exemple, le Koppenberg, il n'est pas à se mettre pied à terre, c'est que juste le gars est aussi meilleur sur le vélo, il manie mieux son vélo. Enfin, il connaît, en fait, limite, le vélo est une extension de son corps, tu vois, et il le maîtrise à la perfection, et forcément, du coup, bah, déjà, sans crevaison, c'est compliqué de le battre, mais si lui n'a pas de problème mécanique en plus, c'est limite impossible. Il y a que peut-être deux coureurs qui peuvent le battre dans ces situations-là. Est-ce que les crevaisons sont vraiment de la chance? À 100%. Non, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent les mêmes Par équipes moment, qui en non, ont hein. peur, hein. Et aussi, c'est le truc dont on parle en permanence, mais rouler sur les bas-côtés, sur les secteurs pavés, tu augmentes ton taux de crevaison. La porte, il s'est mis sur le côté, au premier secteur qui vient à Saint-Piton. Directement, hop, il est passé de 3 premières places à tout l'arrière et à banquer sa course parce qu'il s'est pris une crevaison. À un moment, t'es un Flandrien, t'assumes aussi ton statut de Flandrien, tu roules sur les pavés, t'arrêtes de rouler sur les bas-côtés. Sur le 3, il n'y a pas de barrière, on voit à chaque fois les coureurs passer sur les bas-côtés, tout ça, et ça biaise un peu leur performance. Et sur le rond, tu vois bien qu'il y a des barrières en permanence. Tu ne veux pas aller sur les bas-côtés, tu es en permanence sur du pavé. Et je pense que pour Roubaix, il faudrait faire pareil en fait. Ouais, 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 c'est sûr. Autre moment important de la course, c'est l'approche de la trouée. Ça a beaucoup fait parler, hein. On a eu tous les débats pendant une semaine sur cette fameuse chicane mise au dernier moment avant cette trouée. Au final, bon, elle aura pas changé grand-chose, cette chicane. Mais bon, on va pas se mentir, je crois au moment de la trouée, ils sont déjà plus que 35-40 grands max. Elle a pas eu l'effet que, je pense, les orgas voulaient avoir à ce moment-là de la course. Ouais, mais après, les orgas, on dirait qu'ils voulaient provoquer une chute encore plus dangereuse. Donc, ouais, c'est très bizarre. Au final, moi, je suis pas spécialement pour cette chicane. Parce qu'arriver à un peloton entier, faire un virage à gauche-droite, 180 degrés, arriver au ralenti, c'est tout aussi dangereux. Et ouais, heureusement qu'ils sont arrivés à 30 et qu'Alpecin a décidé de faire la course avant. Peut-être que aussi, ça faisait partie du plan de se retrouver à un nombre réduit
pour justement anticiper cette approche difficile. Bah, en vrai, je suis pas contre l'idée de rajouter un truc pour ralentir les coureurs à l'entrée d'Arambert parce que les faire arriver à du 70. Alors certes, sur un secteur, c'est toujours mieux quand t'arrives élancé avec plein de vitesse que l'inverse. C'est beaucoup moins dangereux et tout, et puis même pour les jambes et tout, c'est un enfer la relance sur le pavé. Mais, euh, mais je pense qu'il y a moyen de trouver mieux que ça. Il y a moyen de les faire arriver euh, assez ralenti avec un virage, mais pas une chicane créée de toutes pièces comme ça juste devant. Les mecs, ils sont pas au manège, quoi. Mais en vrai, l'idée en elle-même, je pense que pour les prochaines années, il faut creuser quelque chose. De toute façon, on va pas se mentir, hein, la chicane, elle a été mise là parce que les coureurs l'ont demandé, hein. Certains étaient Ouais, peut-être pas d'accord, mais c'est une demande des coureurs à la base de rajouter quelque chose pour ralentir avant Arambert. ouais, c'est de ce qui ressortait sur les réseaux, ça a l'air d'être beaucoup la Visma qui a poussé en avant. Et de toute façon, souvent dans le peloton, c'est quand même assez souvent Visma qui tire un peu les ficelles, des décisions qui se prennent pour les cyclistes. Après, je pense que oui, ça part d'un bon fond. C'était peut-être une solution précipitée. Et ouais, heureusement qu'il n'y a pas eu de cassure, enfin qu'il n'y a pas eu de problème. En tout cas, de ce qu'on a vu à la télé, ça allait. Et ouais, ben, faut trouver peut-être quelque chose. Et de toute façon, je pense que par rapport aux chutes, on va en parler dans ce prochain sujet sur les prochaines courses. Mais il y a peut-être d'autres solutions qui peuvent être trouvées qui vont aussi éviter le facteur chute à la prochaine trouée d'Arambert. Ouais, bon, cette trouée, ça a un peu explosé, hein. C'est là que certains groupes se forment. C'est là où on a pas mal de scénarios de course qui se forment. Bon, moi, j'avoue, j'étais sur place, du coup, j'ai pas tout compris non plus. Mais grosso modo, on a Pedersen qui fait le début de la trouée, Mathieu Van Der Poel qui la termine. Je crois que c'est dans la trouée qu'on a la crevaison de Philipsen. Ouais, Si je dis pas de conneries, il y a pas mal de coureurs qui crèvent et tout à la sortie de la trouée. Et grosso modo, à ce moment-là de la course, bah, on voit que Mathieu, il a déjà envie de durcir, il a déjà envie de s'extirper. Et il y a le coup un peu plus loin de Gianni Vermeersch. Alors, est-ce qu'il ait voulu ce coup ou pas? Je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même une toute petite erreur, ce qu'ils ont fait, entre guillemets. Parce que t'as Vermeersch qui sort un peu en facteur. D'ailleurs, tu le vois, hein, sur le moment, il se retourne. avec C'était pas trop ah prévu. oui, avec Polit et Ah Kung. ouais, et t'as Polit et Kuhn qui le suivent, et du coup, il se retrouve à 3 devant. Alors, il n'y a pas eu d'incident ou quoi. Au final, t'as Lidl Trek qui a directement roulé derrière. Mais si t'as pas Lidl Trek qui roule, Alpecin, est-ce qu'ils auraient mis en route à un moment donné? Ça aurait pu servir Kung et Polit. Mais moi, la façon dont je l'interprète, c'est que je pense que ils ont voulu faire comme sur le rond, tu vois? Vermeersch en chien de garde qui suit tous les coups de mecs, plus ou moins dangereux qui vont tenter. Sauf que là, ils ont vu que c'était Kung et Polit, limite 2 des 3 plus gros Ouais, favoris mais là, il a même pas sur suivi. le Là, plan. c'est lui qui sort Ah, en c'est lui qui premier. lance? Il me Moi, de semble que souvenir, c'est c'était lui, sur hein. moi, de souvenir, il suivait les 2 et juste ça a créé une cassure et là dans enfin, de toute façon, on voit directement à l'oreillette, ça communique, ça dit: «Non, non, Ouais. non, non, on roule pas avec eux, on revient sur ce groupe», tu vois? Et ouais, enfin, Polit et Kung, tu pouvais pas les laisser partir. Encore sur le rond de la semaine passée, quand tu as juste Pedersen qui part et tu as Vermeersch qui suit, ça va parce que, Pedersen, on savait qu'il avait chuté il y a 3 jours. Il devait sûrement savoir, lui et Van Der Poel, un peu leur état de santé, tout ça, leur état de forme et en un contrat, Vermeersch, il peut tenir Pedersen, enfin, il pouvait, tu vois? S'il ne roulait pas, il faisait pas un seul effort, c'était totalement possible Ah, tu vois, et c'est Vermeersch qui a attaqué, hein. ouais et du coup, là, C'est je c'est pense qu'ils sont Vermeersch qui lance directement et Kung et Polit qui suivent. là, ils sont directement dit, à mon avis: «Non, c'est mort, on la fait pas parce que les mecs qui suivent, c'est trop dangereux, quoi». Donc Bah, tu le heureusement, voyais, de ça a toute bien façon, Vermeersch, communiqué. il se retournait, il était perdu, hein. Ouais, c'est ça et tu vois, c'est là aussi que, tu vois, Alpecin, ça a bien communiqué parce que Visma fait la même chose. Je sais pas comment ça se passe dans les oreillettes, tu vois? Pour moi, c'est la panique et tout et tu sais pas comment tu joues le truc. Limite, c'est Van Aert qui va te boucher le trou parce qu'il a pas envie que ses équipiers partent, tu vois? Enfin, heu, honnêtement, ouais, Alpecin, Putain, même là, ils ont eu un il est pas sur la course, t'es obligé de parler de Van Aert. Laisse-le tranquille. ouais, 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 c'est sûr, mais je pense que c'est quand même une grosse frustration pour la Visma de pas l'avoir eu sur la course parce que, ben, Laporte, il revenait et honnêtement, il avait l'air d'être bien revenu. Mais après, tu vois, devant, tu te retrouves avec, tes 3 équipiers, entre guillemets, tes 3 jeunes et du coup, tu subis toute la course, tu essaies de faire au mieux, mais rien ne se passe comme prévu et ouais, malheureusement, il a manqué peut-être, c'est un Wout van Aert sur, ou même un leader tout simplement sur la course pour la Visma, quoi. Ouais, on a eu les Vendée qui a Guinness qui était pas mal par moment, mais oui, bah, ça vaut pas Van Aert, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il vaut Van Aert, hein? Pas grand monde. Pas grand monde, pas grand monde. Le moment fatidique, l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Je pense que c'était peut-être pas prévu qu'il attaque à ce moment-là. De toute façon, tu le vois sur le secteur, c'est Philipsen qui fait le tempo.
et il sort de nulle part, il déboulonne sur le côté et au moment où il accélère, c'est fini, hein. Son accélération sur ce secteur, elle est. Oh, je l'ai revu Ouais, plusieurs fois et c'est de l'art, hein. mais ouais, mais en un virage, à chaque fois, il te prend 50 mètres comme ça et après, faut les boucher. Et même Philipsen n'avait pas spécialement envie de suivre. J'ai l'impression qu'on n'avait pas les moyens de suivre Van Der Poel. Et là, c'est à ce moment-là que tu te dis, ok, Philipsen a envie de gagner ce genre de course et tout, mais il n'arrive pas à suivre son propre équipier, en fait. Donc, ça va être compliqué quand il sera dans une autre équipe. Mais en tout cas, ouais, Van Der Poel est trop fort. On parle à chaque fois de Paris-Roubaix comme étant une course moins dure que le Ronde et où c'est un peu plus stratégique, c'est plus difficile de s'isoler. Mais là, en une course, il nous a fait fermer nos bouches, hein. Il est parti tout seul à 60 km et on l'a plus jamais revu. Ah, j'ai vu, je crois, le kilométrage exact, c'est 59,7. Et il est. Ah, il a un peu déconné. Je crois s'il sort 400 mètres plus tôt, il a le record en tout cas de ces dernières années, de la victoire en partant le plus loin. Je crois que c'est Tchmil avec 60 km pile. Ouais, je crois que je l'ai vu passer, ouais. Ah, Et c'est là, vraiment est c'est dommage. 59,7, je crois. BDP. Ah, c'est dommage, mais de toute façon, j'ai l'impression que là, cette année, il est en train de taper, tous les records ou bien de s'approcher de tous les anciens records. C'est vraiment c'est fou. Franchement, ce qu'on vit est fou et ouais, bah, profitons-en, hein, tant qu'il est là parce que, ouais, c'est déjà une légende, en fait. Je sais pas si tu te rappelles quand on faisait, la tier list sur les classiques J'allais te le men, dire. on le disait, hein, que ça se trouve à la fin de la saison, mais il y a un des 2 entre Van Der Poel, Pogacar qui passe en GOAT et on n'a rien à dire là-dessus. Mais là, Van Der Poel vient de faire 2 monuments en 3 sur 3. Le troisième il l'offre à son équipier même, donc tu te dis, enfin, ce mec qu'est-ce qu'il ne peut pas gagner, en fait? On dirait que peu importe la course où il va, tant que ça grimpe pas trop, il va la gagner, quoi. On va peut-être parler un peu plus des mecs derrière, parce qu'on va pas se mentir, à partir de son attaque et à partir du moment où il avait fait le premier écart à 10-15 secondes, c'était fini. Ouais, Plus personne ne l'a jamais revu. Par contre, derrière, on a eu une course avec pas mal de groupes qui se sont formés, une course de mouvement. On a eu un groupe avec Pedersen, Philipsen, Polit, il y avait Pity et Kung aussi avec eux. ouais. Ils sont partis en Mont-Sepével, de souvenir. Bah, moi, je t'avoue, c'est ce que je t'ai dit avant de lancer, je n'ai aucune idée et je ne sais Ouais, pas non, ce qui mais s'est passé derrière Van Der Poel. Je ne en sais pas fait, comment ouais, ils c'est à s'isolent et Mont-Sepével. comment ils sortent à En 5-6. gros, tu as un peu ce groupe de 30 coureurs qui est encore là et à chaque fois ça revient. Tu as des coureurs qui sont lâchés dans les secteurs mais qui reviennent à chaque fois. Tu as des crevaisons par-ci par-là. Et moi, je t'avoue, j'étais devant mon écran. J'étais très frustré parce que je me disais, dans ce groupe-là, il y a du Kung, il y a du Polit, il y a du Pedersen, tout ça. Et ces mecs-là vont pas attaquer, vont attendre le sprint à 30 dans le vélodrome. Et j'étais vraiment frustré, tu vois. Parce que, ok, Van Der Poel va gagner devant, mais après, il faut pas commencer à jouer battu en mode on va juste sprinter et faire ce qu'on peut. Et du coup, franchement, merci Nils Polit parce que Nils Polit, on a beau le critiquer sur le fait qu'il roule pour les deuxièmes places, qu'il se sacrifie bêtement et tout. Ce mec attaque, ce mec fait qu'on a du spectacle sur toutes les courses et franchement, je le remercie pour ça. Parce que bon, c'est Pavel, c'est lui qui fait exploser le truc et c'est lui qui fait qu'il y a un groupe de 6 devant qui va jouer la gagne, quoi. Enfin, la deuxième place, pardon. Et malheureusement, il finit quatrième, mais c'est vraiment hyper triste pour lui parce qu'il était en forme de fou. On le voit depuis le rond, il a des jambes de fou. Mais franchement, merci Polit parce que sans lui, je pense qu'on arrive à 30 au vélodrome et c'est pas marrant en fait. Ouais, franchement, Polit, tu es un peu un mec sous-côté hein, sur les Flandriennes, hein. C'est pas forcément Ouais, le nom que les gens vont sortir de partout. Quand on te dit, allez, cite-moi 5 favoris ou des outsiders pour ce genre de course, Polit, il va rarement être cité. Et pourtant, ouais. bah, il commence à avoir de sacrés résultats, hein. C'est pas des Ouais, mais victoires, certes, mais il est toujours là, hein. il a eu des années de moins bien aussi. Par exemple, l'année passée, je sais qu'il est en échappé sur le Dwars et qu'il est totalement à la ramasse. Et que, par exemple, un mec comme Lascano était bien plus fort que lui. Et bah, en fait, ça fait 5 ans aussi qu'il y a eu ces résultats, ces gros résultats sur les Flandriennes avec le Ronde où il fait un top 5 et le Roubaix où il fait deuxième derrière Gilbert. Mais depuis ça, c'était très compliqué pour lui sur les Flandriennes. Mais là, avec UAE, ça marche très très bien. En plus, l'équipe elle est assez nouvelle sur les Flandriennes avec Wellens aussi, qui a été intéressant qu'on a vu sur la course. Et tu te dis, bah ouais, il y a une équipe UAE qui est assez fraîche et bon, Pogacar n'est pas encore là sur la course, enfin, sur les Flandriennes forcément, mais on sait très bien que quand il sera là, ce sera vraiment très 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 puissant, quoi. Ouais, Polit, très 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 fort. Après, on a les deux Groupama FDJ, un peu. Pity qui est encore un peu mal payé, je trouve. Bon, il fait 7ème, hein, je pense que pour un premier Roubaix et pour un mec de son âge, faire 7ème de Roubaix, je pense qu'il prend. Je pense qu'il est déjà content, mais je pense qu'il avait vraiment le podium dans les jambes. Il y a, bon, cette erreur, c'est son erreur à lui, hein, il glisse à l'entrée d'un secteur, je sais plus lequel, vers le final. Il finit au tapis et il arrive jamais à rentrer. Mais je pense que sans ça, il. Ah,
Il y a peut-être un monde où il tenait le groupe Philipsen, Pedersen, Politkung. Lui n'a pas réussi à les tenir. Mais je pense que Pity pouvait avoir le podium dans les jambes. Ouais, surtout il avait l'air un peu plus malin dans ses efforts par rapport aux rondes ou à Kurn ou même à Grand Game. Et du coup, j'avais l'impression que Kung roulait pour que Pity aille faire le podium, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est hyper dommage qu'il chute. Et j'ai cru qu'il allait refaire la même, donc c'est-à-dire de reculer, de se retrouver dans les groupes à l'arrière et Oh finir non, non. explosé. Mais au final, ça a été. Et Vermeersch aussi, il a bien aidé en attaquant et en l'emmenant, parce qu'il l'a littéralement pris dans son Ah porte-bagages. oui, mais je pense qu'il n'y a pas Vermeersch, il fait la spéciale, il coule dans les groupes derrière et il finit fin de top 15, Enfin, top 20. c'est clair. Et après, je pense aussi que, parce qu'on va peut-être pouvoir en parler directement, mais je pense que le fait qu'il a roulé un peu de manière trop généreux sur les anciennes courses, c'était peut-être aussi pour se montrer parce qu'il était en fin de contrat et que maintenant on a la news que c'est officiel qu'il va signer chez Bora pour l'année prochaine, tu vois. Donc au final, je me dis qu'il y avait quand même aussi une part de lui qui roulait un peu bébête pour montrer qu'il avait un potentiel pour suivre les meilleurs sur du pavé, quoi. Mais sa saison en général, Pity, elle est un peu mal payée, hein, dans tous les cas pour le moment, hein. Parce qu'en vrai, je pense que tu demandes aux gens, tu prends, je sais pas, une centaine de personnes qui regardent le vélo depuis le début de la saison, tu leur demandes de te citer les 5 noms qui les ont les plus marqués et tout. Je pense que Pity revient très très souvent. Et au final, tu regardes ses résultats et sa saison, tu vois que il y a une seule victoire, c'est en Australie, pardon, fin janvier. Et au final, depuis, il a plus jamais regagné, hein. Et pourtant, il est toujours là. Et à chaque fois, il y a un petit truc qui fait que dans la course, bah, il va juste aller chercher un fond de top 20, fond de top 30. Ouais, c'est sûr. Après, bon, forcément, si tu dans l'autre sens, au début de saison, personne misait sur Petit qui faisait ces Ah oui, bien performances-là. sûr. Donc, c'est super bien aussi pour lui et je pense que ça va être une bonne saison référence pour, réitérer ces résultats plus tard. Et après aussi, ouais, j'ai l'impression que il arrive quand même assez cramé à la suite de son début de saison. Il doit être à plus de 20 jours de course, je pense, avec tout ça. Et honnêtement, bah, là, il va faire une petite pause, il va être sur le Giro. Je sais pas trop comment va se dérouler le Giro pour lui, mais il m'a l'air peut-être un peu aussi cramé, tu vois? Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. J'ai vu quelqu'un le dire dans le chat, c'est un peu le débat en ce moment. Enfin, ça fait parler. Alors certes, on a des numéros de fous. On a des mecs qui te font des trucs historiques qui sortent de loin et tout. Mais Ouais. est-ce que, bah, il y en a beaucoup qui le disent, hein, le manque de suspense en ce moment sur le vélo, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'une des pires saisons depuis très longtemps. Toi, c'est quoi un peu ta vision là-dessus avec du recul parce que, certes, on est peut-être en train de vivre des moments qu'on va s'en souvenir très souvent, mais c'est vrai que niveau spectacle, alors certes, il y a le spectacle pour le podium et tout, mais pour la victoire, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas vraiment gâté, hein. Ouais, c'est sûr et puis c'est aussi parce que il y a beaucoup de malchance et il y a beaucoup de chutes par rapport aux outsiders parce que je pense que le Ronde ou même Roubaix, si Van Aert est présent sur la course, si Pedersen n'a pas chuté 3 jours avant, si Stuyven est encore présent, si, Pogačar va sur les Flandriennes, on se retrouve avec, une course et un suspense de fou. Et puis j'ai envie de dire, faut pas oublier ce qui se passait il y a 10 ans quand tu avais Bonnell et Cancellara qui étaient au-dessus du reste du monde et où c'était tout le temps les 2 qui se partageaient tout. On a vu, les années de Bonnell ou Cancellara, le nombre d'années où ils ont fait le triplé E3 Ronde-Roubaix, que ce soit l'un ou l'autre, ou même tout simplement le nombre de fois où, ces mecs ont tout gagné, c'est hallucinant. Et oui, après ce qui va se passer sûrement, ce qui devrait se passer, c'est qu'à un moment, toutes les équipes vont commencer à se dire: «OK, on peut pas gagner à la pédale face à eux, on tente d'autres stratégies, on met des mecs en échappée» et avec de la chance, l'échappée aura assez d'avance pour, anticiper, le retour de ces mecs-là et puis après on peut les battre, tu vois? Mathieu Hayman quand il bat Tom Boonen en 2016, c'est comme ça, c'est grâce à une échappée, tu as un équipier avec lui devant, ils sont une vingtaine dans l'échappée et les 2 équipes de leaders, donc Trek et Quickstep ne savent pas spécialement gérer une échappée de 20 coureurs. Donc peut-être que c'est la solution, peut-être que pour les prochaines années, c'est ce qui va se passer Est-ce que et certains et certaines équipes partent peut-être trop défaitistes au début? Parce qu'au final, là, on n'a pas eu non plus une échappée. bah, Bah, comme certaines tu l'as équipes dit, on n'a pas eu 20 mecs. certaines équipes partent trop optimistes, j'ai l'impression justement, à rouler en tête de peloton en se disant: «Allez, on roule en tête, on va faire notre top 10, on aura nos points UCI». Alors que déjà la course s'est décantée à un moment où personne s'y attendait et il restait plus que 30 coureurs dans le peloton.
Mais le nombre d'équipes qui se sont fait piéger ou qui ont perdu leur leader là-dessus, c'était horrible. Par exemple, la Decathlon s'est retrouvée à jouer avec Jordan Labrosse devant parce ils s'étaient totalement pris à dépourvu et que leur leader était derrière. Et il y a beaucoup d'équipes, c'était comme ça. Donc, je pense qu'il faut aussi commencer à se dire, ouais, maintenant on envoie nos mecs en échappée parce qu'on sait qu'on peut pas gagner. Et tant pis pour les deux équipes de leaders, les Alpecin et UAE, tout ça, et ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Juste cette saison, les gars partent à 60 bornes et on les revoit plus. Ouais, mais pour moi, ça a toujours été l'âme un peu, entre guillemets, des Flandriennes, hein. C'est juste que là, bah forcément, c'est le même mec qu'on a vu gagner sur quasiment toutes les Flandriennes en faisant la même chose, mais bah, les Flandriennes, ça s'est toujours joué et décompté hyper tôt, hein. Genre, Mais, Colby l'a dit, les années Bonnen Cancellara, les mecs partaient d'aussi loin aussi, hein. même les Ardennaises, il y a 5 ans, la période à la Philippe Fuglsang, heureusement qu'ils partaient à deux et pas en solitaire comme là ça se passe. Et je peux comprendre que quand tu pars en solitaire, c'est pas très marrant parce que vraiment le mec en plus tient un contre un peloton. Mais l'époque Fuglsang qui part avec Alain Philippe sur toutes les courses, on a eu ça pendant tout le début de saison. C'était marrant parce que il y avait un suspense et que surtout à la fin, bah, tu avais Alain qui savait qu'il était un meilleur sprinter que Fugl. Mais waouh, on avait ça tout le temps. Strade Bianchi, la Flèche Wallonne, ça a fait un sprint entre les deux, mais ils sont partis hyper facilement. L'Amstel, ils sont partis de loin. Et au final, ouais, c'était peut-être pas amusant pour les autres équipes non plus, mais bon, on voyait un peu moins cette réaction-là aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Dans tous les cas, là, ne vous en faites pas, la flèche et toutes ces courses-là, nous ne verrons pas quelqu'un sortir à 60 bornes et gagner la Euh, flèche. Non, ouais, non, la non, flèche, vas-y, arrête, Colby. ouais, Non, il y a non, pas la l'Amstel et Liège, flèche. hein. Oui, bon, Il y a après, l'Amstel et Liège. oui. Bon, même Liège, Liège avec le parcours actuel, j'y crois vraiment zéro, hein. Il y a un gars, hein, Ah, voilà vas-y, quoi. arrête. Un certain Slovène. Ah, arrête, arrête. Ah, Moric? Ouais, 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 bon. ouais, 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 ouais. Ouais. Est-ce que tu as envie de parler d'autres noms qui t'ont marqué Ouais, et qui moi j'ai sont envie pas de te parler forcément. d'un truc qui a fait beaucoup débat aussi. Je pense que tu sais peut-être de quoi je vais te parler, c'est le déclassement de Tim Van Dijk, Oui, qui a été mis dernier de son groupe. Là, vous le voyez pas, hein, vous dites peut-être, what the fuck, j'ai regardé la course, il y avait Tim dans le top 10. Il a été rétrogradé à la 16e place à la fin du groupe qui arrive à 4,47 de Mathieu Van Der Poel, parce qu'il coupe un virage avant le vélodrome, et au moment où il attaque dans le vélodrome, il le fait en dehors de la piste, entre guillemets, où il y a la bande bleue là. ouais. Du coup, les commissaires ont décidé de le déclasser, de le mettre dernier du groupe. Moi, je vais dire un avis, enfin, c'est plutôt un avis que c'est un tweet que j'ai vu en fait, et en vrai, en le lisant, je me suis dit, bah oui, en fait, il a pas totalement tort. Bah, certes, il est pas dans les limites de la piste, ok, mais est-ce que quand t'as des secteurs et les coureurs passent en dehors du secteur sur les bas-côtés pour éviter le pavé, est-ce que tu les déclasses? Pourtant, ils évitent aussi la route et la course, et les pavés, c'est l'essence même de la course d'ailleurs. Je trouve ça Ouais, un peu abusé en vrai. ouais, je peux comprendre. Perso, je suis pas un pistard ou quoi, donc en vrai, pas dire je m'en fiche un peu, mais tant qu'il y a une réglementation et qu'elle est suivie, tant mieux. Mais par exemple, tu vois, la course junior, tu as 5 mecs qui reviennent sur, Albert Philipsen. Là, tu sais, le crack junior qui a déjà un contrat chez Trek. Ouais, j'ai vu, ils ont tous Ils ont tous coupé. coupé, ils ont tous battu, Philipsen qui Ouais. était tout seul. Enfin, et là, il y a pas eu de sanction, rien. Et tu te dis: «Bon, ben 2 étages, quoi». Enfin, à un moment, faut être cohérent aussi. Et ouais, par rapport à la piste, au fait de couper ou pas, je me dis que, bon, allez, faites quand même le tour, c'est symbolique, le vélodrome, tout ça, c'est bien. Et ouais, ça peut être aussi peut-être dangereux parce que tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui est sur, le vélodrome. Bah, tu as pu voir ça directement de tes propres yeux, toi, comment ça se passait, au sein même du vélodrome. Et donc peut-être que tu te dis, si les mecs commencent à couper, à commencer à se bagarrer, sur, l'intérieur, à un moment, ça peut devenir trop dangereux et les mecs vont commencer même Par à rapport se aux suicider, spectateurs? chuter. Ouais, par rapport aux spectateurs et Ah tous les non, 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 spectateurs il y a qui un sont écart de impliqués. fou entre le vélodrome et les premiers spectateurs, hein. Ah, Les OK, barrières à l'intérieur du vélodrome, elles sont vraiment loin. OK, OK, OK. Mais par exemple, là, ouais, VDP passer sur un trottoir, elle est bonne, mais par exemple, ça, tu ne peux pas aller sur les trottoirs sur les courses parce que c'est trop dangereux. Tu as les spectateurs qui sont là, Oui, c'est non, trop oui, dangereux. oui, en vrai, le coup, bah, je sais plus c'est sur quelle course où on a vu le mec, le français, là, passer sur le Le gars trottoir. qui ouais, Ouais, c'était le gars qui passait monté sur le trottoir, il s'est fait directement mettre hors course. Ça, à la limite, je comprends. Mais parce que bah il y a aussi il y a un parcours, faut pas couper. Je crois il monte sur un trottoir pour couper un virage et regagner des places. Ça, ouais, c'est oui, oui. compréhensible. Mais par exemple, tu vois, l'argument du l'essence même de Roubaix, c'est quoi? C'est les secteurs pavés. Ah, je suis d'accord, ouais. Les mecs qui esquivent les pavés en passant sur le bas-côté.
Bah, techniquement, ils esquivent la route, ils sont pas ils sont pas sur la route. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas comment il faudrait aussi régler ça, se mettre des piquets ou des barrières, je sais pas comment faire pour, régler ça, mais ouais, c'est tellement frustrant de voir des mecs ne pas tu vas sur Paris-Roubaix, mais tu fais pas de pavé, enfin, tu fais pas de pavé, tu vas juste sur de la terre, enfin, on va faire un Paris 3 en fait alors, enfin, trop chiant et Ouais, mais 3, c'est pas pareil que Roubaix, mec. ouais, mais 3 c'est pas pareil que Roubaix, mais visiblement ils ont envie de rouler des Paris 3, des Paris Tours, ils ont pas envie de rouler Paris-Roubaix les mecs qui roulent sur les côtés et le pire c'est que même les meilleurs Flandriens du peloton roulent sur le côté, tu vois? Alors oui, ça augmente le facteur de crevaison et tout, donc c'est double tranchant, mais on souffle quoi, enfin, c'est pas la course quoi. Non, moi je suis triste pour Van Dijk parce que je trouve qu'il avait fait une bonne course en l'absence de. Bah, il y avait Laporte, mais qui a eu pas mal de malchance dès les premiers secteurs, du coup il était pas là. Van Barle, il était annoncé, et le matin même on annonce qu'au final non. Van Aert pas là, enfin toute la Visma on connaît, hein. Je sais pas si tu te Ouais, souviens, l'équipe de la Visma à l'Omloop, puis on disait l'Armada pour les Flandriennes. Au final, ils se je te retrouvent avec jure. les deux Van Dijk et Hagenes en meilleure carte pour Roubaix. Ah, c'est Moi, j'étais un peu triste pour Tim quand même, euh, qui se ouais, mais même retrouve Mick, hein, à finir 16ème. Ouais, ben Mick finit 19, juste derrière, donc. parce que Mick il tient les 3 meilleurs, là, les Pedersen, Kung, et Van der Poel dans la trouée d'Arambert, donc tu te dis: Mais, «Ah ouais, mais mais le mec il a c'est quelque Mick qui chose là». tombe. Oui, c'est ça, c'est Mick qui tient dans Arambert et Ouais, c'est ouais, Mick qui tombe. s'il tombe pas, il est sûrement dans le groupe au moins 4,47 qui joue la 8ème place aussi, je pense. Ouais, c'est ça et Tim, en vrai, il a eu 2 crevaisons aussi et moi, vraiment, j'étais hyper triste pour lui parce que sa campagne de Flandrienne est vraiment très honnête, très bonne et ouais et il méritait quelque chose, peut-être un top 10 pour sauver un peu la Visma, et justement tous les abandons que tu as cités. Finalement, bah, il repart, Fanny, donc ouais, c'est hyper triste. Est-ce qu'il y a d'autres noms ou d'autres moments de la course où tu veux qu'on parle? Moi, je t'avoue, là, j'ai pas forcément tout Heu, en tête. il y a les chutes de Lorenz Rex qui ont été très impressionnantes, notamment Ah celle où il oui. faut un soleil et ouais, c'est dommage parce que du coup, ouais, l'intermarché entier était aussi bien placé devant avec Michels, Page, Rex. Ouais, l'absence des Français, je vois dans le chat, ce serait qu'on peut en parler, hein. Ouais, Paris-Roubaix, c'est mais quand c'était même une course attendu. française. T'attendais quel français? Honnêtement. Ouais, non, mais aucun, c'est sûr, parce aucun arrive avec des bonnes conditions, mais ouais, ça reste quand même une course française. T'as que peut-être 10 Français au départ de la course et ouais, par exemple, même Adrien Petit a été piégé, il n'a pas pu se défendre. C'est un peu dommage, mais ouais, en soi, on n'a rien vraiment eu de plus. Il y a Pidcock nous a fait une Pidcock, c'est-à-dire qu'il a tenté un peu de partir derrière les meilleurs. Sauf que là, il a totalement explosé. On le voyait qu'il rebondissait sur les pavés, il était trop léger. Enfin, il avait rien à faire là, le pauvre. Et ouais, à part ça, il n'y a rien eu de foufou, hein. C'est les mecs qui ont pas pris la bordure et qui ont fini dans les meilleures places. Et franchement, juste bravo à ceux qui ont tenu et qui ont été dans le bon coup, quoi. Peut-être avant de passer au Pays Basque, maintenant que les Flandriennes sont terminées, le bilan de la saison des classiques de la Soudal Quickstep. Faut qu'on en parle ou. Bon, là, Aïe, sur Roubaix, je suis un peu aïe. triste pour eux dans le sens où je pense que la meilleure carte, et je pense vraiment qu'il aurait pu faire quelque chose, c'est Merlier. Mais il est pris dans cette chute là au tout début. Et je pense que ça aurait été leur meilleure carte en vrai, Merlier. Ouais, c'est sûr, Lampard, j'ai l'impression qu'il avait pas envie de rouler Roubaix non plus. Enfin, dès qu'il a eu la question, il s'est dit: «Oh shit, here we go again» et il a totalement disparu. Et Hmm. ouais, Bernir, je suis trop triste parce que Bernir, vraiment, il est sur une saison, il doit prouver qu'il peut passer les bosses, passer les chemins de terre, passer les pavés, faire ci, faire ça, battre Philipsen au sprint. Le mec arrive à tout faire, mais malheureusement, on sait toujours pas s'il sera sur le tour ou pas. Enfin, on sait pas ce qui va se passer côté Quickstep. Tout le monde a déçu, mais tout le monde aura sa place VIP sur le Tour de France. Enfin, comme d'hab, franchement, c'est hallucinant, tu vois. Genre, Asgreen, il nous a fait une tête d'enterrement pendant toutes les Flandriennes. Au final, c'est très bien qu'il sera sur le Tour de France parce que c'est un superbe rouleur et un mec très bon pour protéger un leader aussi. Mais est-ce que tu as vraiment envie de le mettre après la campagne qu'il vient de te faire? Franchement, non. Je vais montrer un truc au chat. Et les points ici que les équipes ont générés sur la course. Nos amis de Soudal Quickstep ont généré 30 points UCI au total, soit autant que F, et derrière eux, il n'y a que Israël, Movistar, Jayco, Cofidis, Bingol. Israël, d'ailleurs, qui était venu avec des vélos de gravel, hein, genre de. Ouais, Enfin, ça n'a pas trop payé apparemment. Ouais. ah, mais je pense qu'ils savaient qu'ils allaient rien faire sur la course. On dit, au moins, ils seront au confort, ils auront des fesses en bonne santé après la course. Je pense que c'est juste pour ça. Ouais. Ouais, Quickstep, Merlier a été bon, mais ouais, pas de chance. Et les autres, franchement,
Il y en a certains, ils sont en fin de contrat, ils vont sauter, tu vois? Je pense à Asgreen notamment encore. Asgreen est en fin de contrat, je ne le vois pas rester chez Crystal Palace, il va se tailler, c'est pas possible autrement. Maintenant que c'est Et fini, une petite note sur 10 des Flandriennes. Même pour le chat, toi. au global, je dirais 6 Ok. parce que j'ai bien aimé. Maintenant, il y a le facteur du gars qui part tout seul et qui gagne un peu trop facilement. Je le prends en compte. Mais surtout, les chutes, en fait. C'est le fait que tout le monde était personne n'était là au niveau. Donc, c'est vraiment ça aussi qui m'a beaucoup saoulé. Enfin, le deuxième plus régulier sur, la campagne flandrienne, je pense que c'est Polite, du coup, avec ses résultats et c'est Pedersen. oui et Pedersen, pardon et Pedersen, mais c'était un Pedersen amoindri et c'est pas normal que Pedersen amoindri et qui roulait des fois de manière très stupide, soit le plus régulier sur la campagne, quoi. J'ai vu un VDP sur 10. Très bonne note. Très bonne note. Magnifique note. Bon, je te Ouais. propose qu'on parle un petit peu du Pays Basque. Parce que là aussi, il s'en est passé des choses Oh là pas là, forcément très fun. On va pas se oh là mentir. là. Le Pays Basque. Alors, ouais, par où commencer? Je sais même pas par où commencer, hein. Le Tour des Bah, Pays le Basques, si chrono. vous l'avez pas suivi, il a été remporté par Juan Ayuso devant Carlos Rodriguez et Mathias Skelmos. On a notamment un top 10 pour Isaac Del Toro, Vauclin. On a 4 UAE dans les 7 premiers, avec Soler, Magnulti, Del Toro qui sont 4, 5, 7, en plus de Ayuso qui gagne. Mais ouais, Pays Basque très bizarre, hein. Déjà un parcours pas fou dans tous les cas. Parce Ouais, que ça honnêtement, on à en part, parle à part après. la 6ème étape, il s'est rien passé de la semaine. Non, c'est sûr et je pense que ça a aussi refroidi le peloton à ce qui s'est passé, sur toutes ces Ah oui, étapes, hein. totalement. Enfin, pour résumer, hein, simplement étape 1, le chrono. Pidcock chute, ne prend pas le départ. Remco chute, premier virage. Roglic se trompe de virage sur la dernière ligne. T'as C'est certains vrai coureurs que. aussi qui ont pris la pluie un moment en pleine gueule, notamment je crois Izagirre, je crois qu'il prend la pluie enfin parce qu'il part dans les derniers. Bon, étape 1, tu sens déjà le truc arriver. Étape 2, grosse chute, Étape au 2, final, Roglic comme tombe tu dis, déjà. étape 2, Roglic tombe, on a la perte de Godu, on a Grégoire qui se place à l'avant parce qu'il sent que c'est son étape, il chute aussi. T'as tout plein de chutes, t'arrives avec, bon, la victoire de la Pera, c'est quand même bien de notifier les vainqueurs parce qu'ils ont roulé la course et il faut les applaudir pour ça. Ouais. Donc la Pera qui s'est imposée. Étape 3, encore des chutes, encore en finale, il y a du Ayuso, je crois Ah oui, non, qui c'est est sur tombé, l'étape 3 qui tombe Roglic, pas la 2, je crois. J'ai peut-être dit une c'est connerie là. possible. Je crois qu'il est tombé sur les 4, non? Je sais plus, mais Enfin, pas sur le chrono, mais je crois qu'il est ouais, dans tombé. tous les cas, oui. Dans tous les cas, tout le monde est tombé 13 fois, c'est une folie, hein. Voilà, étape 3, encore des chutes, ça avait l'air d'être un peu plus mineur, mais il y a tout le monde est au sol aussi. Ouais. Je sais plus qui gagne l'étape 3, L'étape 3, c'est c'est Quinten Quinten Hermans? Hermans. L'étape 3, on a le col, on va dire, à la fin. Mais c'est gros vent de face sur tout le final. Et du coup, t'as un Ouais. peloton qui avançait au ralenti. Il ne s'est absolument rien passé. Et oui, c'est bien sur l'étape 3. L'étape 3, Roglic tombe un poil avant le pied du dernier col. Et t'as le peloton qui ralentit un peu et qui l'attend. Ouais, même Ayuso est tombé, oui, je me rappelle. Ouais, ouais. Et ouais, c'était vraiment cata, quoi. Dans la lignée de ce qu'on avait déjà eu, et puis les pluies qui ont pas aidé. Et l'étape 4 là, vraiment, c'était l'état de grâce de la course. Enfin, franchement, enfin, déjà, les cyclistes en ont beaucoup parlé sur les réseaux. Les Basques, notamment, ont dit que la partie de la descente là était très dangereuse parce qu'il y avait des racines qui poussaient en dessous du sol. Et que forcément, du coup, ça changeait le niveau du sol. Et que c'était très irrégulier, que c'était invisible, sauf si tu connaissais la route par cœur. Donc, il y a le pelot enfin, déjà, dans l'échappée, tu as Burgodo qui est surpris, qui fait un tout droit et puis après, bah, tu as le peloton qui arrive en pleine vitesse. En plus, tu as la course au positionnement et tout. Tu vois Tesfason qui glisse, puis tu vois Remco qui fait un tout droit et puis tu vois tout le monde qui tombe. Tu as tout le monde qui se prend les vélos et tout. Tu as un fossé en plus qui est là. Tu as un truc pour dire qu'il y a un Ah, virage, mais un dans le virage, indicateur y a de rien qui virage. va. Tu as le fossé, enfin, tu as des arbres, tu as des gros rochers Ouais, qui sont les là en énormes plein milieu rochers. Ouais. au cas où tu as esquivé les problèmes, tu as encore des rochers qui sont là. Enfin, franchement, je sais pas c'était quoi le concept. C'était pas assez protégé dans tous les cas. C'était peut-être pas aussi assez bien notifié et après, je pense que cette chute vient aussi relever un gros problème qu'il y a dans le peloton et dont on parlera, enfin dont on peut parler déjà maintenant, mais avec toutes ces chutes qu'il y a dans le peloton, il y a Si tu veux, beaucoup on peut trop le de faire facteurs. le point chute maintenant. Ouais, ben ouais, mais parlons-en, hein. En fait, les chutes, 2 points, que faire pour, solutionner? Quels sont les problèmes et à qui la responsabilité?
Ouais, Surtout ça. alors attends, avant de regarder un petit peu les courses qu'ils ont dit sur les réseaux, le bilan de la chute. Parce que peut-être que vous avez pas suivi le Pays Basque, machin, vous avez forcément entendu parler de la chute et de toutes les blessures. Parce que ça a forcément fait beaucoup, beaucoup réagir. C'était un peu le bordel. Mais cette quatrième étape, il y a l'énorme chute que Colby expliquait dans ce virage là, avec les racines, les rochers et tout ça. Du coup, c'est un bordel, hein. C'était un carnage, il y en avait de partout. T'avais les 6 hommes de tête qui. La course a été tout simplement neutralisée, arrêtée. Et scénario un peu bizarre. Ils ont repris la course, mais que pour les 6 hommes de tête. Donc là, dans le classement, il n'y a que les 6 premiers qui se sont joués la course. Tout le reste ne sont pas classés. Je sais pas c'est quoi ce classement-là qu'on voit, mais en tout cas, tout le reste n'est pas classé. Il y a juste eu la victoire de Mencius, du coup, qui a été comptabilisée. Et cette chute, bilan, j'ai fait un mini bilan là, pour un petit peu résumer tout. On a Vinge qui a une fracture de la clavicule, qui se retrouve avec plusieurs côtes cassées, un pneumothorax et une contusion pulmonaire. Notre ami Remco, lui, se retrouve avec une fracture de la clavicule et plusieurs côtes cassées également. Steve Kras, c'est peut-être celui qui a le plus morphé dans le tas. Pneumothorax, plusieurs fractures costales associées. Deux fractures, c'est quoi? Certébrale, dorsale. Ouais, j'avoue, je connais pas, je suis Ouais, pas médecin. je crois que c'est au niveau de la nuque à l'arrière, Ouais, de ouais, ce que j'ai. c'est. Kras, il a vraiment bien morflé, c'est compliqué. J-Vine, pareil, fracture au rachis cervical et à deux vertèbres dorsales. On a Sean Quinn qui a une commotion cérébrale et qui s'est fracturé le sternum. Roglic et Svensson, eux, dans la chute, ils ont eu un peu plus de chance. Pas de fracture, rien, que des plaies superficielles, des hématomes. Bon, et je l'ai mis en dessous parce que c'est le bilan un peu général, mais Van Aert, c'est bien sûr pas sur cette chute-là. Mais Van Aert, c'est au final le bilan après sa chute. Je sais pas si t'as vu, ça s'est encore alourdi. Il y a eu d'autres examens après le Pays Basque. Ouais. Fracture de la clavicule, 7 côtes cassées, ça on le savait. Et en plus de ça, il y a eu une fracture du sternum et une contusion à un poumon. Donc, cette chute, elle a niqué une grosse partie de la saison. On va pas se mentir, hein. Parce que Ouais. Vinge est très incertain pour le tour. Remco, lui, est out pour les Ardennaises déjà. Et je pense que bon, Remco sera là pour le tour, je pense. C'est un peu moins grave que Vinge et d'autres. Ouais, Euh, ouais, mais ouais. peut-être pas à 100%. Kras et Vine, bonne chance à eux pour se remettre le plus vite possible parce que ça va pas être évident. Et Van Aert, Van Aert, pas de, bon, on le savait hein, ça, mais pas de Flandrienne, pas de Liège. Et son Giro est très incertain aussi d'après Jumbo. Donc, d'après Visma, pardon. Ouais, c'est sûr, et c'est un truc de fou. Enfin, bon, même au-delà du fait que ce soit beaucoup de gros coureurs et tout, hein, mais enfin, ouais, la chute a enfin fait réagir le peloton en général, toutes les instances de cyclisme, toute la bulle cyclisme, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui provoquent ces chutes. Et j'ai l'impression que là, tu as eu vraiment la compilation en une, tu vois. Et je suis vraiment. C'est un peu triste aussi que tout tombe sur les Pays Basques parce que je pense que eux, ben, enfin, là, ils sont pas pour grand-chose parce qu'il y a quand même ce parcours-là, ce virage-là, mais voilà, ça c'est tombé sur eux. C'est un peu comme, c'était passé avec le Tour de Pologne, avec tous les autres incidents qu'il y a, tu vois? C'est un peu la faute à pas de chance que ça tombe sur eux. Maintenant, ouais, tu as le facteur des chutes, d'insécurité au niveau des routes. Tu as le facteur du comportement des cyclistes sur le peloton. Tu as le facteur des oreillettes qui revient assez souvent, ce débat-là. Tu as le facteur aussi, ben, de ce que les cyclistes consomment avant d'aller sur les courses. Tu as tout plein de trucs qui se sont réveillés d'un coup. Tu as tout un peuple qui a commencé un peu à parler et à dire des trucs qui ne se disaient pas, et je pense que ce qui s'est passé, bah, cette semaine, même ce mois-ci, va un peu faire bouger, les choses dans le monde cyclisme, et que Lucie va un peu devoir un peu remontrer et hausser le ton par rapport à Yo, certaines choses, parce petit que Lucie avait passage l'air pendant la totalement pause. amorphe sur tout ce qui se passait. Limite, ils avaient rien à faire du cyclisme, quoi. C'est triste à dire. Oui, il y a eu d'autres chutes pendant la semaine, les gars. Là, ce que je vous ai noté, c'est juste la chute à proprement parler sur l'étape 4. J'ai rajouté Van Aert à la fin parce qu'il y a eu d'autres nouvelles en plus pour la suite de la saison. Mais oui, il y a eu d'autres chutes. Ouais. David, il a eu la main en compote. J'ai vu une photo de ses mains, c'était pas beau à voir. Ouais, bah, c'est ça. Mais l'état des freins aussi, tu vois, tu as des freins à disque maintenant, mais tu aucune protection sur les freins à disque. C'est hyper dangereux, c'est des trucs, c'est hyper chaud, tu te coupes facilement avec ça. Enfin, tu vois, rien que enfin, pour moi, c'est logique, mais tu vois, un frein en métal comme ça, tu mets une protection au frein. Tu vois, c'est comme si ta voiture, tu as des freins, t'as pas de protection dessus, t'as pas le truc, le petit truc en plastique, enfin, pas en plastique, mais le truc qui protège le frein, tu vois. C'est hyper dangereux. Et on a souvent le coup des freins à disque qui se prennent,
qui se prennent dans le corps, enfin dans les cyclistes et tout, et pourtant il y a jamais rien qui bouge. Enfin, là, tu vois, il s'est passé tellement de trucs en une fois que je suis convaincu que ça va bouger, et pas tant mieux parce que les chutes est hyper grave pour tous ces mecs-là, mais il fallait que ça arrive. J'ai l'impression qu'il fallait que ça arrive et que bah, ça arrivait, Bah, le problème, c'est tout que simplement. c'est. Faut toujours attendre qu'il y ait quelque chose de grave pour réagir, quoi. C'est un peu Bah, le problème. Et surtout avec d'ailleurs, les pays. même avant cette chute-là, hein, et ça a commencé à en parler, moi je sais que j'avais fait un tweet là-dessus, je crois, 2 jours avant. Et même avant cette étape 4 au Pays Basque, je crois en 2 semaines, il y a eu 3 ou 4 courses neutralisées à cause d'énormes chutes massives. Sur quasiment toutes les courses, tu voyais des chutes massives de partout. Le peloton, il est nerveux. Tu peux prendre la petite Coupe de France en point 2 au fin fond du Poitou-Charentes. Le peloton, il est nerveux comme si c'était la 7ème étape du Tour. Genre, c'est une folie, hein. Non, c'est sûr, et le fait que les courses soient neutralisées, tant mieux parce qu'avant c'était pas le cas et du coup, tu avais plus d'ambulance et la course continuait et c'était quand même très dangereux. Mais ouais, enfin, c'est trop grave, et par exemple, j'ai vu beaucoup de débats par rapport à l'oreillette. Oui, on les bombarde d'informations dans l'oreille, tout ça, ils sont pas concentrés. Bon, ben, déjà, s'ils sont pas concentrés, c'est parce qu'il y a un compteur devant eux, là, qui sont en permanence en train de regarder et toucher. Mais aussi par rapport aux oreillettes, j'ai vu beaucoup de cyclistes amateurs en parler et répondre à chaque fois à ça. Mais en fait, même sur les courses amateurs, ça roule à ce rythme-là, ça roule comme des malades sur les courses amateurs. Et bon, on connaît quelques cyclistes amateurs aussi, hein, ils pourront venir intervenir et débattre et en parler s'ils veulent, hein. Mais ouais, même les courses amateurs où il y a pas d'oreillettes, ça roule comme des malades et tu as des mêmes problèmes de chute, en massive, quoi. Donc ouais, je pense il faut avoir à régler quelque chose, que ce soit sur les vélos, que ce soit, les règles que l'UCI impose, faudra faut faut régler tout plein de trucs. Bah, j'ai préparé là des réactions de certains pros qui, tu l'as dit, ça a beaucoup fait réagir après cette énorme chute. Sur Twitter notamment. Je vais les montrer. Hop. J'ai quoi? J'ai Maël Guégan ici qui est un coureur du CIC Nantes Atlantique qui dit qu'en 3 ans chez les pros, il avait jamais connu de course neutralisée avant. Et là, il y a 3 neutralisations en quelques semaines. Il y a un vrai problème quand il voit les images du Pays Basque, lequel il se demande est-ce que c'est les oreillettes? Ça augmente la nervosité quand on reçoit tous les mêmes consignes en même temps. C'est le matos, c'est évident, mais que faire? La pression des points UCI, sans doute. La caféine. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a Mados qui lui a répondu en disant que le problème principal, c'était la vitesse. Est-ce qu'il faudrait pas limiter les braquets? Parce que les coureurs ont de plus en plus d'énormes braquets qui fait que la vitesse augmente de plus en plus. Il nous dit que l'oreillette augmente la nervosité, mais permet surtout de connaître les endroits dangereux et d'éviter les chutes. Donc pour lui, c'est pas le problème. Et on a eu un gros pavé de Cosnefroy aussi, qui dit que tous les coureurs n'ont pas les mêmes limites et qu'apparemment certains n'en ont aucune. Il y a beaucoup de pros qui se plaignent de ça en ce moment, des mecs qui dans le peloton se comportent pas vraiment très bien. Mais en gros, il y a beaucoup trop d'enjeux. Il y a des décisions qui peuvent réduire le risque. Les oreillettes sur un canal course juste pour prévenir des dangers. Il nous dit potentiellement s'inspirer de la F1, avoir des pneus communs à tout le peloton qui réduisent la vitesse. Il dit qu'il y a certains pneus qui font gagner jusqu'à 30 watts et tout, donc ça permettrait de baisser la vitesse moyenne tout simplement. Il propose aussi un arbitrage vidéo avec un système de cartons qui peuvent entraîner une exclusion du peloton et pour X jours ou quoi. Enfin bref, beaucoup de réactions de pas mal de coureurs sur les réseaux qui proposent pas mal de solutions, quoi. Ouais, et encore là, on est que en train de gratter, ce qui se dit sur le côté francophone, hein, parce que vraiment ça en parle de partout, hein, Ah oui, mais et il y a eu bien plus de réactions, mais là je vous en ai juste pris 3, sinon c'est ça. on reste 2 heures dessus. Non, c'est sûr, et donc vraiment, faut se dire que là, vraiment, ça en discute, et je pense que le fait que certaines équipes, on va dire un peu les grosses têtes du peloton, on ait subi des chutes, ça fait réagir plus vite parce que en fait, voilà, enfin, c'est souvent comme ça. Quand c'est la grosse tête qui a un problème, bah, oui, souvent elle va commencer à se plaindre, on va plus l'entendre que les autres. Donc voilà, fallait peut-être que ça tombe, aussi peut-être sur un Visma ou quoi, qu'ils aient toutes ces chutes. Mais là, d'un coup, tu vois que Visma a l'air d'être un peu plus, préventif par rapport aux risques, à prendre dans le peloton, tout ça. Et pourtant, c'est très, j'ai envie de dire un peu hypocrite dans le sens où Visma, c'est eux qui viennent faire chier tous les sprinteurs à mettre leur leader à 3 kilomètres de l'arrivée en tête de peloton, hein. Mais au moins maintenant ça bouge. Donc on va retirer ça, c'est que c'est en train de bouger. Ouais, on verra dans tous les cas. T'en penses quoi, toi, de ce qu'il propose, la Cosnefroy, un système de carton, d'exclusion, Lucie qui devrait
tout simplement être plus sévère aussi. Ouais, mais c'est ça, l'UCI C'est à a l'UCI de besoin d'être bouger, hein, avant même les ouais, coureurs et tout. Les coureurs ont une incidence, mais c'est l'UCI qui doivent mettre les règles. ouais, c'est sûr. Après, la réglementation du vélo, tout ça, ouais, ça va trop vite hein, dans le peloton. On le dit, enfin, les records de vitesse sont battus, ok. Les, enfin, ouais, le comportement dans le peloton est incroyable aussi. Les mecs sont toujours surexcités. Des piles électriques aussi, on le voit à chaque fois, certaines équipes. Des fois, t'as l'impression que même le mec en tête du peloton, le mec en tête de son train, ne regarde pas ce qui se passe devant lui. Juste, il tourne comme un fou et puis après, il s'arrête en plein milieu. Et ouais, c'est une règle générale quand même pour les sprints, tu vois? Les mecs, ils s'arrêtent en plein milieu alors qu'ils peuvent se décaler juste sur la droite et si tout le monde sprintait à gauche, ouais, il va se mettre en plein milieu pour s'arrêter et faire un petit: «Allez, maintenant vous vous démerdez, faites des grosses vagues dans le peloton» et tout le monde tombe. On dirait que c'est volontaire donc c'est vraiment des comportements dans le peloton qu'il faut commencer à sanctionner aussi et ouais, hein, le sujet est tellement vaste que franchement, n'hésitez pas à commenter, dire un peu ce que vous en pensez et quelle solution vous proposeriez, hein, pour, éviter, pour, réduire le nombre de chutes parce que peut avoir beaucoup, beaucoup de solutions et on pense jamais à tout comme ça sur le moment même. Déjà, nous, en course nationale ou régionale, t'as tous les jeunes de moins de 20 ans qui sont complètement inconscients, ils prennent des risques énormes pour gratter une place. Avant un virage, c'est n'importe quoi. Les jeunes générations sont inconscientes en peloton. Ouais, moi je pense dans tous les cas, aux coureurs de prendre conscience du truc. Je pense que la plupart l'ont, mais pas tous. Et c'est à lui aussi de mettre des règles, hein. Doit ce qu'il dit peut limiter le braquet, par exemple, il est pas pouvoir aller au-delà de certaines dents et tout. Tu sais que limite le dernier truc que l'ICI a fait, c'est interdire la position Mohoric, hein. Je suis désolé, hein, moi je roule à vélo dehors, la position Mohoric, je la fais, hein, pas de problème, hein. C'est Ouais. j'ai l'impression que des fois ils prennent des solutions pour dire: «On est là», mais qu'ils les prennent un peu sans vraiment regarder ce qui se passe. On dirait qu'ils sont pas là, en fait, on dirait qu'ils sont pas concentrés sur le vélo. Genre, j'ai vu passer, quand même David Lapartie, on dirait qu'il est pas concerné par le vélo, tu vois? On dirait qu'il est plus concerné par, les JO et tout, de ce que je voyais et je me dis: «Mais reste concentré sur ton sport. Le mec a envie de devenir, je crois, président, enfin le prochain à la tête des JO, beh, du comité olympique. En attendant, t'es au vélo en fait, reste concentré sur ce que tu fais et mais pas non plus la vie de plein de sportifs en danger comme ça juste parce que t'en as rien à faire. Ouais, dites-nous votre avis, que ça soit sur la vidéo YouTube et tout, là en live, ceux qui suivent en direct nous le disent sur le chat, mais vous dans les commentaires YouTube, dites-le nous aussi. C'est assez intéressant. Bon, la suite du Pays Basque, il y a quand même eu une étape 5 et une étape 6. Moi, je vais être totalement honnête, et je crois que c'est pareil pour toi, Colby. Moi, j'ai pas du tout regardé les étapes 5 et 6. Après la chute et tout, j'ai complètement lâché le Pays Basque, j'avais aucune envie de suivre. Du coup, l'étape 5 et Oui. 6, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai juste suivi sur les réseaux qui a gagné, qui machin, mais sans plus. Bah, j'ai Et la suivi victoire de ton Grégoire, Discord. étape 5. Ouais, Bah, j'ai suivi sur ton Discord ce qui se passait un peu, hein, mais ouais, il y a eu beaucoup d'attaques de Kuss et Del Toro. Del Toro, hein, comme d'hab, qui attaque beaucoup. Kuss, il jouait son maillot de la montagne maintenant. C'est un nouvel objectif, je pense qu'il a eu. Et ouais, t'as victoire de Grégoire au sprint. T'as eu l'abandon de Landa aussi, hein, pour continuer à m'abattre encore plus. oui, c'est vrai, je l'ai pas mis dans la liste parce que c'était pas dans la chute massive, mais le lendemain, et il a pris cher aussi, hein, il a la clavicule et tout, je crois aussi, Landa. Ouais, lui aussi, clavicule, hein, c'est la saison des clavicules, visiblement. Donc ouais, Grégoire qui gagne, c'est cool aussi pour lui. Et j'en ai vu beaucoup qui disaient, hein, maintenant que Grégoire a gagné, lui aussi va être pisté par les autres équipes. On perd les trois cette année, c'est parti. Mais ouais, on verra ce qui se passe pour lui. Moi, je pense qu'il peut rester, mais ouais, voilà, on verra. Et puis l'étape 6, bah, l'étape Rennes, où je pense qu'il s'est passé ce qui se passe surtout à chaque fois sur les étapes Rennes. Et avec un peloton plus réduit, ben, les meilleurs c'était Ayuso, Rodriguez, Skelmoz et bravo à eux. Ayuso qui remporte le général, qui laisse l'étape à Rodriguez un peu aussi. Donc voilà. Ah, c'est une tradition, étape 6 Pays Basque, que le mec qui gagne le gène laisse l'étape à l'autre. Ouais, On le voit c'est souvent. Ouais, du coup, tu l'as dit, victoire d'Ayuso. Première course World Tour, en tout cas générale pour lui, il me semble. Et Ayuso qui se place ben, en deuxième leader et leader principal si t'enlèves Poga de l'équipe, hein. Sur sa ouais, saison, sur tout ce qu'il a montré depuis le début de l'année, il sera sur le tour normalement, Ayuso. Donc ouais, en cas de de grosse pépin équipe. pour Poga et tout, ça sera pour lui, hein. Ouais, ouais, mais moi je suis convaincu depuis le début de saison qu'Ayuso est la deuxième carte à côté de Pogacar, hein. Et
là, cette saison, il confirme de plus en plus qu'il est très fort. Enfin, déjà, je trouve qu'il est plus aérien que l'année passée. On l'a vu déjà sur Tirreno, être vraiment bon. Il était au niveau des inlets, tout ça. Et même sur les cols longs, je trouve il a bien progressé. Il est plus régulier que l'année passée. L'année passée, il était bon sur une étape ou sur un chrono et puis après le lendemain, il pétait complètement. Là, cette année, ça va bien. Je pense que son problème au genou est réglé aussi. Donc, voilà, pour le moment, tout roule pour Ayuso et clairement, pour moi, c'est le leader, de rechange pour Pogacar. Maintenant, ouais, avec les circonstances du Pays Basque et toutes les chutes, ouais, bon, ben, on sait pas ce qui va se passer. Mais ouais, je voyais déjà bien Ayuso être sur le podium, avec Vingegaard et Pogacar, par exemple. Donc voilà, pour le Pays Basque, comme je vous l'ai dit, bah, je ne pourrai pas vous en parler bien plus en détail, parce qu'on n'a pas forcément suivi tout ce qui se passait après on pourra en parler, mais on a eu les coureurs qu'on attendait, hein. Ouais, Grosso pas de modo, surprise. pas de surprise en enlevant bien sûr les mecs qui sont tombés, mais les mecs qu'on voit devant, c'est les premiers outsiders qu'on citait derrière Vingue et Remco et compagnie avant cette chute-là, hein. Yep, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il y a eu deux autres courses cette semaine, un peu plus légères, on va passer vite fait dessus. C'était mercredi dernier, le Scale de Praise, donc le GP de l'Escaut qui a été remporté au sprint par Tim Merlier devant Jasper Philipsen et Dylan Groenewegen. Merlier qui continue sa moisson de semi-classique belge. Voilà, il est trop fort. Sur ce genre de classique, il est trop fort. Il vient chercher Philipsen, même si Philipsen dans le sprint, je m'en souviens, il était un peu enfermé et tout. Il a tardé à trouver un petit peu la voie pour lancer. Et Merlier Ouais, a parfaitement géré et très très fort, hein. ouais, la différence au train, clairement, hein, Philipsen a eu moins de chance. Merlier était trop, trop bien emmené et puis il s'impose, hein. Donc voilà pour ce GP de l'Escaut. On a un bon top 5 de Hugo Hofstetter, Welsford 7ème un peu plus loin. Et on a eu également le Région Pays de la Loire Tour qui là a été remporté par Marijn Vandenberg devant Ewen Kostju et Frédéric Dvern. Bah, grosso modo, en vrai, on n'a pas eu d'énormes difficultés hein, sur ce Région Pays de la Loire Tour. Marijn il gagne notamment grâce au bonif parce qu'il s'adjuge 2 étapes si je dis pas de conneries. Une étape, deuxième sur une autre et ah si, 2 étapes, Deux 2 étapes, ouais, la étapes première et et la ouais, dernière. ouais et deuxième place sur la troisième étape donc Ouais, très très ouais, fort Marine. prend beaucoup de bonus et ouais, bah, si un sprinter passe, les bosses maintenant, tu peux clairement gagner cette course. C'est pas le parcours le plus compliqué, mais c'est quand même un parcours assez stratégique et c'est assez sympa aussi. Tu vois quand même que du Cosnefroy qui marche bien et qui sent bien la course est présent dans le classement général à la fin. Du Delettre qui est en super forme et qui roule de manière très intelligente depuis le début de saison est présent aussi. Frédéric Dvern, très compliqué à dire ce nom. C'est un coureur un peu dans ce style aussi là, qui est très malin, qui est bon sur les classiques en Coupe de France. Donc ouais, et puis Venturini qui vient refaire aussi un top 5, ça fait lui faire du Ouais. bien. Il était pas mauvais aussi, il fallait bien sprinter à certains moments et il a été présent, donc voilà. Bon, grosso modo, la chose à retenir de ces 4 étapes au Pays de la Loire, c'est la domination et EF qui a couru parfaitement. Ouais, ouais, Surtout Illich, la dernière, notamment. hein. La dernière, le travail d'Ili et tout pour Marine, c'est incroyable. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y avait, bah, de toute façon, c'était la meilleure équipe sur le papier avec Decathlon. Et ouais, bah, il n'y avait rien à faire pour cette équipe. Illy, on sait très bien, la semaine passée, tu te disais, mais qu'est-ce qu'il fait sur cette course? Ben, voilà, il s'est mué en total équipier pour Marijn van den Berg. Et peut-être qu'au final, il a eu raison d'éviter les Pays Basques, hein, donc il va arriver avec une forme très bonne sur les Ardennaises et sans non plus avoir chuté, pris de cassure ou quoi. Donc voilà, on a eu une belle victoire de Costio aussi. Bah, pour le moment, ces dernières semaines, depuis Catalogne, on voit les U23 français tous ouvrir leur compteur. Ouais, Euh, je ferai une liste de 20 coureurs pour la prochaine fois. Ah putain, merde. Ah, non, non, mais c'est passé, c'est trop tard, mec. Ouais, la hype est passée maintenant. Mais ouais, beaucoup de jeunes, hein, tous les Grégoire, Magnier, Costiou. Ben, je vois, au moins la France commence aussi un peu à rattraper le tir avec ses jeunes coureurs, donc c'est cool aussi. Maintenant, faut les garder. Tu te balles, ça, je reconnais. Bon, y a pas que, y a pas que, mais faut les garder maintenant. Putain, terrible. Terrible, terrible, terrible. Bah, je vous propose, c'est qu'on passe aux Ardennaises, hein. Les Flandriennes, c'est derrière nous. On va passer aux Ardennaises, puisque bah, dimanche, on a l'Amstel, mercredi prochain, la Flèche, et dimanche prochain, on aura Liège, bien sûr, le 4ème monument de la saison. Et à quoi s'attendre? À qui on doit s'attendre pour voir briller sur les Ardennaises? Il y a pas mal de mecs pas là à cause des chutes, des mecs qui font l'impasse tout court aussi.
Donc en vrai, on va avoir des courses, surtout une flèche wallonne très très ouverte. Et on vous a préparé un petit truc où on a tout simplement gardé quelques noms chacun des mecs qu'on voit un petit peu briller. Hormis bien sûr VDP qui sera présent sur l'Amstel et Liège normalement. C'est pas sûr à 110% encore pour l'Amstel, il me Si, semble. il a dit ouais, l'Amstel, c'est peut-être si, je pense que l'Amstel, si, c'est sûr, c'est sa course, Ah, c'est nationale. Liège ou c'est pas sûr? Liège, il a dit qu'il le faisait. Il l'a dit après Roubaix, Très bien. il va sur Liège. Donc, bon, bien sûr, il y a VDP sur l'Amstel, il y a Poga sur Liège, mais hormis ces deux mecs-là, à qui on doit attendre sur ces courses-là? Je vous ai mis les top compétitors via PCS, là, donc les noms les plus en vue, tout simplement, qui seront au départ des courses. Normalement, ça peut changer encore, hein, forcément, il y a une semaine avant l'Amstel, il y en a deux avant Liège. Mais grosso modo, on va avoir Philipsen qui sera là sur l'Amstel, ça va être assez intéressant de voir ce qu'il va donner. On aura du Mark Hirschi, tout ça, vous voyez les noms, hein, tout ça, je vais pas tous vous les citer. Mais on devait avoir du Remco, il sera pas là. On devait avoir du Van Aert sur Liège, il sera pas là non plus. On devait avoir du Roglic, lui, normalement, il sera là. Ouais, je sais plus s'il a retiré une des Ardennaises de son programme, ce Normalement, qui Roglic sera là sur la Flèche et Liège. Après, dans quel état, on verra. Mais vas-y, je te laisse commencer, hein. On a tous sorti quelques noms là. Des ouais. noms à qui on peut s'attendre qui peuvent sortir du lot et potentiellement choper une flèche ou quoi. Ouais, bah, écoutez, premier nom, j'ai pas fait dans l'originalité, hein, j'en parle depuis le début des hors délai maintenant et je pense que c'est même depuis le premier hors délai que j'en parle, Finn Fisher Black. Comment ne pas le citer? Mais non, mais tu nous le ressors, ça fait longtemps, non, on l'a pas vu lui. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais au final, Putain, tu l'as pas oublié, je me suis dit, il va l'oublier. Il l'a pas ah non, je l'ai oublié. pas oublié, je l'ai pas oublié du tout. Non, non, enfin, je vais quand même reparler un peu de son début de saison, hein, où, il est top 10 de Down Under avant une chute sur la dernière étape, en étant en plus un peu équipier de Del Toro, le grand Del Toro. Et il fait troisième de la Lula Tour en étant, bah, le meilleur au sommet de cette côte, avant l'arrivée. Il gagne la Muscat Classic en solitaire parce qu'il explose tout le monde dans la bosse, des mecs qui ont fait top 10 de flèche, hein, du Barguil, il y avait aussi du Hodney, il y avait quelques punchers sprinters, tout ça, il les a explosés. Ensuite, Tour de Maine, l'étape 2, l'étape peut-être la plus punchy qu'il y avait. Ça ressemble un peu à un mur type, on peut avoir sur, la Liège-Bastogne-Liège, tout ça. Il a gagné. Donc au final, je me dis que Philippe Black est une très grosse carte pour les Ardennaises. Je le mettrais plus pour la flèche, surtout avec ce qu'il a montré sur les finaux les finales en boss. Mais je pense que sur Liège-Bastogne-Liège aussi, ce serait une carte intéressante. Godu sera là, ouais. Godu sera là pour les Ardennaises. Il est pas trop amoché comparé à d'autres. Alors, moi, j'ai Mickey. Bah, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus en forme et qui. Ouais, et que beaucoup de monde le met, c'est Van Gils. C'est Van Gils pour Ouais. l'Auto Destiny. L'Auto fait une énorme saison. Ils marchent tous très bien. Ils ont réussi, eux, à garder tous leurs jeunes. Enfin bref, tout roule. Tout roule chez l'Auto. Il n'y a pas un problème. Si, bon, si, il y a peut-être si, effectivement. Mais grosso modo, tout roule quasiment pour l'Auto Destiny. Et Van Gils, il est très très fort. Il a été ultra fort sur le GP Miguel Indurain samedi. Le samedi dernier avant le Pays Basque. Où c'est l'un des plus forts. Il lâche même notre ami Magnulti sur la fin de la bosse là, avant de se faire reprendre. Mais Ouais. je pense que Van Gils, notamment pour la flèche, il peut aller la chercher, hein. Ouais, c'est sûr. Van Gils, en plus, l'année passée, il fait top 11 des 3. Donc tu sens qu'il est bien complet avec ce qu'il a montré un peu sur les stradés. Enfin, il peut faire des courses d'usure. Enfin, non, franchement, Van Gils, c'est très grosse carte et sur les Ardennes, c'est très grosse cote aussi maintenant. Bah, pour parler, de coureurs, dans ce profil-là, je vais ajouter encore un nom que je sens depuis le début de saison, hein, encore du premier Je sais hors qui tu vas délai. dire. L'équipe, dis-moi l'équipe. Il serait le premier tech. Stephen Et Williams. oui, Stephen Ah oui, mais Williams! non, mais je suis dans ta tête. Et puis je l'avais noté Et aussi. ouais, Stephen Williams, qui, bah, du coup, gagne le Down Under, qui a été assez régulier, qui a encore fait troisième de la première étape en Catalogne, donc l'étape qui finit sur un gros mur dans les 300 derniers mètres. Et là, je me dis que, ouais, il est prêt. Il a commencé à avoir ce leadership. Son Miguel Indurain, il était très, très remuant avant de, je pense, chuter. Il a tout simplement pas terminé, mais il était dans le bon groupe avant la dernière montée. Et ouais, il y a beaucoup d'options chez Israël Premier Tech, mais
Ouais, je pense que Stéphane Williams aura sa carte à jouer sur au moins, l'Amstel et la Flèche. Liège, peut-être que ça grimpe un peu trop pour lui et qu'il y aura d'autres options comme Woods, comme Teuns, donc à voir. Bah, tu vois, je reste dans la même équipe et tu l'as cité, j'ai mis Teuns, moi, dans ma liste. Parce que Teuns, en vrai, il a pas énormément couru non plus depuis le début de saison. Donc je pense qu'il va pas arriver trop émoussé et tout. Et on l'a vu ultra fort sur le round il y a une semaine. Donc je pense qu'il va arriver avec de très très bonnes jambes. Dylan Teuns, c'est pour l'Amstel, Flèche, pour les trois, quoi. Je pense que ça peut être une bonne pioche, notre ami Teuns. Tu sais que Teuns, en plus, il y a 2 ans, il fait déjà top 10 du round en étant vraiment très fort et il gagne la Flèche juste après, hein. Ouais, ce que j'allais dire, hein, il peut aller la rechercher, il l'a déjà gagné dans tous les cas, donc on sait que c'est un final qu'il connaît et où il a déjà perf, donc Ouais, non, clairement. En troisième, j'ai mis, bah, on en a parlé dans le région Pays de la Loire Tour, Ben Idi. putain, Bah, je l'ai mis aussi. simplement parce que l'année passée, c'était le meilleur sur les courses d'usure derrière Pogacar et Remco aussi qui a fait le Liège, j'ai totalement oublié. Mais ouais, tu sens que sur les courses d'usure, il est trop, trop fort. On l'a encore vu sur les stradés, cette année, il attaque en permanence. S'il arrive un peu à gérer, les moments où il attaque, il peut faire une campagne ardennaise, mais hyper solide. Je sais pas trop ce que ça va donner sur la Flèche parce que l'année passée, c'était déjà pas fameux, mais en tout cas, ouais, la l'Amstel et Liège, clairement, c'est top 5 des favoris pour moi. Bah, moi, j'en ai mis deux un peu en duo. Je sais pas si je dis que l'un des deux, ou si je dis les Bon, deux. vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Mais je les ai un peu mis parce qu'ils sont dans la même équipe et tout, et je pense ça va courir à deux un peu. C'est Hirschi et Ayuso chez UAE. OK. J'ai mis les deux parce que bah, Ayuso, très fort, il sort du Pays Basque. Là, Pays Basque, c'est la prépa parfaite pour les Ardennaises. Il le gagne, donc magnifique. Et puis Hirschi, bah, mine de rien, Hirschi, il a son année incroyable là où il fait top 5 à Liège et compagnie, où il gagne la flèche. Oui. Et bon, depuis, c'est en dents de scie, quoi. On n'a plus jamais vraiment revu le Hirschi transcendant comme à ce moment-là. Mais je sais pas, il a fait un bon début de saison. Sur les Drôme Ardèche, il a gagné sa petite course à la Drôme, il me semble. Je crois que c'était la Drôme qui gagne. Ouais, ouais. Donc je pense que Hirschi, en plus d'Ayuso, ça peut être pas mal. Et puis bah, c'est comme d'hab, quoi. UAE, de toute façon, ils vont avoir plusieurs quarts, donc l'un des deux pourra profiter du travail de l'autre. Ouais. Bah, tu sais qu'Ayuso, pour moi, c'est clairement la grosse, attraction, hein. C'est l'inconnu, mais en même temps, le mec, il peut tout faire péter, hein. Ouais. Parce qu'il y a Poga sur Liège. Certes, ça sera 100% pour Poga sur Liège, on le sait, mais pour l'Amstel et la Flèche, genre tu vois, Ayuso par exemple, la Flèche dans le mur de 8, Oh là là, je pense que ça peut envoyer du très lourd. c'est clair. Et le gros favori de la Flèche pour moi, je l'ai mis dans ma liste, c'est Mathias Kelmoz. Putain, je l'ai mis aussi. Ouais, non, mais de toute façon, on en parle. Lui, c'est clairement, depuis l'année passée, on se dit, ce mec va gagner la Flèche. L'année passée, il était si proche, alors qu'il a son problème mécanique au sommet deCherave. Et ouais, enfin, il est trop fort, ce mec. Et là, il fait une saison incroyable. 4ème de Paris-Nice, 3ème de Pays Basque, 5ème de Rome, 3ème Ardèche, enfin, hyper régulier. Il a une équipe de fou en plus, hein, l'équipe s'est encore renforcée. Tu mets Badjoli, tu mets. Bon, il n'y a pas Chikone, mais tu mets par exemple du Skuns qui est trop bon en ce moment. Il y a une équipe de fou et je vois clairement Skelmos sortir du lot. Et pour le coup, je le vois sur les trois, donc Mathias Skelmos. Moi, il me reste qui là comme nom là? Putain, tu me les as tous fumés. Bah, Pourtant, j'en avais mis 8. heureusement, hein, heureusement que j'ai anticipé, j'avais dit, hein. Mais, J'ai mis. Non, il y en a deux que j'ai pas mis encore. Même trois. C'est trois français. Putain, je choisis lequel. C'est le dernier là? non, il t'en reste deux, je pense. Bah, Putain. Bah, je vais dire je les sais trois, je pas. m'en fous alors. Là, Ah, j'en dis vas-y. un et je dirai les deux après. J'ai mis Cosnefroy. Cosnefroy, Oui. bon, on va pas rappeler les souvenirs de l'Amstel de je sais plus quelle année contre Kwiatko. Bon, c'est encore Non. dans la tête de beaucoup. Mais à Cosnefroy, il peut, hein. Bon, sur l'Amstel, il y aura Mathieu. Il y aura du beau monde. Mais Cosnefroy, bah, c'est un peu la même logique que j'ai eu avec l'Autodestiny. Décathlon AG2R, ça tourne très très bien depuis le début de l'année. Cosnefroy, il a des bonnes jambes et tout. Il fait pas trop de courses non plus. Donc, moi, je pense qu'il va arriver en très très bonne forme. Et puis, de toute façon, Cosnefroy, il a toujours ces courses-là. Quand il arrive à l'Amstel, le Cosnefroy Amstel ou Cosnefroy du moment de Québec-Montréal et ces moments-là, c'est Il est Cosnefroy Prime. incroyable.
Il est trop fort à ces moments-là, hein, c'est C'est les incroyable. 2 moments dans l'année où le mec, il peut rien lui arriver, hein. Non, c'est clair. En plus, ouais, non, l'équipe, elle tourne trop bien, il y a tout le monde qui marche, enfin, ils ont une équipe, je sais même pas comment ils vont se décider sur qui va sur quelle course et qui est leader sur quelle course tellement, tu peux avoir plusieurs options, quoi. Et ouais, j'ai fait un peu plus original pour le suivant. Oh, Je crois que tu te mon balles pour dernier, moi, voilà, là. non, je dis de toute façon, j'ai dit: «Je vais faire un peu plus original», je mytho totalement, j'ai mis Santiago Buitrago pour, un peu les mêmes raisons que Skelmos, très bon début de saison, assez régulier et j'ai semblé tellement fort sur Paris-Nice et là, cette saison, il est en train d'être bon sur les courses, World Tour, en plus des classiques. Parce que l'année passée, il était bon sur des tours des Alpes, sur des tours, de la Ruta del Sol, Valence, tout ça, c'est sympa, mais on veut le voir sur du World Tour maintenant, il a 24 ans, il va avoir 25 ans en fin d'année. Voilà, je le vois, dans le top 10 de Paris-Nice, dans le top 10, Pays Basque. Franchement, Buitrago, avec ce qu'il a montré sur la Liège l'an passé, je me dis que, ouais, il y a un monde où il fait quelque chose sur, Flèche et Liège. Et ben moi, les. Bon, non, allez, je vais faire un choix, je vais en choisir que l'un des deux. J'ai mis Grégoire. J'ai mis Grégoire parce que Groupama, il y aura David qui sera normalement leader. Mais on le sait, il est tombé au Pays Basque et tout. Donc, bon, après, il est tombé, c'est la main. Donc, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je sais pas. Je pense qu'il sera quand même en forme, mais il y a quand même une place à prendre en co-leadership au moins pour Romain Grégoire. Là, il est en forme et tout. Alors, j'avoue que plus les courses avancent, moins je le vois genre sur la flèche. Mais par contre, pour Ouais, une Amstel ou un Liège, je me dis qu'il peut faire quelque chose. Peut-être que ça sera un peu long, je sais pas. Hein, l'Amstel et Liège, c'est 250 km. Mais je pense qu'il faudra compter sur Grégoire quand même. Et même s'il gagne pas, le voir jouer le top 10 voire top 5 ce serait pas étonnant. ouais, c'est sûr et mais de toute façon, clairement, la FDJ, ils ont des options là sur la flèche, enfin sur, les Ardennaises et tu sais que limite, là, pour le moment, je suis trop déçu que Martinez soit pas annoncé, hein, sur, les Ardennaises. Parce qu'il aurait fait un bien fou. Avec le début de saison qu'il montre, il aurait fait un bien fou. C'est limite, Mais ce week-end, Martinez, je crois, il fait toutes les, tu sais, l'enchaînement de classiques françaises là, au tout, ouais, Jura et tout là. ouais, mais c'est ça. Parce que franchement, avec ce qu'il a montré au début de saison et même ses attaques sur la Guglia, mets-le sur le mur de 8 en fait. Franchement, mets-le sur le mur de 8. Il peut te chercher un top 5, hein. Vraiment. Donc voilà, quelques noms qu'on sort de notre chapeau. Bon, rien de très spécial en soi, c'est que des mecs qui marchent bien toute l'année et tout, qui sont en forme. Mais quoi qu'il arrive, on va avoir des classiques, surtout une flèche wallonne assez ouverte. Et ça va être sympa. Bon, vous vous doutez, on n'a pas cité VDP, on n'a pas cité Poga, on n'a pas cité Roglic non plus. Le but c'était de sortir d'autres noms. Exact. Bon, passons à la suite, hein. Ouais, les actus, hein. Bah, on a parlé déjà de Pity chez Bora. Enfin, j'en ai un peu parlé pendant qu'on parlait de lui sur Roubaix. Donc voilà, maintenant c'est officiel. Pity qui a signé chez Bora. Contrat de 3 ans, si je dis pas de bêtises, avec un peu le même principe qu'il y avait pour Martinez, un salaire progressif et qui monte jusqu'à 2,5 millions sur la troisième année. Ouais, ben, ton avis, sur ce transfert? Vraiment, on en avait un peu parlé, mais là, maintenant que c'est officiel, qu'est-ce que tu le vois faire chez Bora? Un sprinter, un leader flandrienne? Ouais. Je sais pas, dans tous les cas, déjà, c'est terrible pour Groupama qui vont perdre absolument tout le monde. Parce que, bon, jusqu'à présent, c'était que des rumeurs, mais on va arrêter de faire semblant non plus. Ce n'est pas que des rumeurs. Pitti et Martinez, c'est sûr à 110% que c'est déjà fait. Et bah, faudra voir pour Grégoire pour la suite aussi. Je pense que s'il fait des bonnes Ardennaises, je pense que chez Maggio, ça va claquer des dents. Ça va flipper un peu. C'est clair. Mais ouais, non, bah Pity, chez Bora, je sais pas trop quoi en penser. En fait, ça dépendra du mercato de Bora parce que bah, y a les rumeurs de Bora où on se dit, tu sais, il y a le nom de Van Aert qui est ressorti. Il y a quelques noms qui sont sortis sur les rumeurs Bora. Ah, même Donc, Remco le doit être sorti, hein, chez Bora. ouais, mais Vraiment, en c'est la fonction de leur fenêtre mercato officielle. à voir, dans tous les cas, et on va être honnête, hein, Bora, c'est maintenant, c'est quoi, c'est top 4 top 5 des meilleures équipes du monde, je pense. Et passer de la Groupama à Bora, c'est forcément un gap de gagner pour Pity. C'est de Groupama à la Red Bull Bora. Attention. Ouais. Ouais, en Ah, plus, ils vont c'est avoir pas mal de thunes et tout maintenant. Ouais, ça va devenir une sacrée armada, ça encore. c'est sûr. Et ouais, non, et puis ouais, force pour la Groupama qui perd 2 des 3 gros. Pour moi, et je vois que il y a les rumeurs qui parlent de prolongation, moi je pense que Lyon va prolonger.
parce que tu peux Oui, pas je pense perdre aussi. autant. Au niveau budget salarial, tu peux pas perdre autant et ne pas avoir, regardez, hein, Non, Grégoire, des ça devrait le faire, n'importe ça quoi. devrait le faire. Ouais, ils ont la thune. Il y a eu trop de pertes entre Pinot, Demar, tu peut-être Kung aussi, tu sais, Kung son année, c'est une année en prolongation, c'est lui qui décide s'il prolonge. C'est pas sûr qu'il reste, en 2025, tu vois? Ouais. Donc tu vois, il y a trop de masse salariale qui va descendre, tu peux pas, juste perdre Grégoire comme ça gratuit et ne pas renforcer ton équipe donc ouais, je pense que Grégoire ça va le faire mais ouais, si, le mec, performe sur les Ardennaises comme tu as dit, hein, c'est foutu. Ils vont commencer à avoir des 3 millions sur la gueule, enfin et Groupama pourra jamais mettre autant même s'ils ont les moyens donc on verra bien. Et Lenny Martinez, c'est un article qui est sorti tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu passer. Qui parlait des précisions, de son salaire? Non, c'est RMC qui a fait un article et qui a tout confirmé en mode que c'était officiel et que c'était fait à 110%, genre pareil, que Martinez avait signé depuis. Enfin, avait signé, en tout cas, qui avait eu les accords et tout, et que c'était fait depuis janvier même, pour Oui. signer chez Bahreïn. Et il valide. En fait, c'est tout concorde, quoi. C'est tous les chiffres et toutes les rumeurs qui sortent depuis 3 mois. Bah, tout concorde et tout. En fait, à partir du moment où tout le monde a les mêmes chiffres, tout le monde a les mêmes machins, bah, c'est que c'est fait, donc on va pas, il faut arrêter de prendre des pincettes en mode on sait pas. Je pense qu'il y a que les ultra fans de Groupama qui espèrent au fin fond de leur cœur, ils sont en mode ah non, c'est que des rumeurs, laissez-le, il va pas partir. Mais Non, Martinez, surtout pas chez c'est Bahreïn. quoi? C'est 6 millions sur 3 ans. Donc c'est un contrat évolutif qui atteindra 2,5. Je crois c'est 1,5 première année, 2 la deuxième et 2,5 la troisième. Ouais. Et on va pas se mentir. Je pense qu'il y a un peu plus débat, tu vois, sur le choix d'équipe de Martinez. Parce que Bahreïn, c'est pas la Bahreïn. Bah, déjà, niveau image, Bahreïn, on va pas se mentir, c'est pas fou. L'image Ouais. qu'ils ont auprès des gens. Mais Bahreïn, je crois, au classement ici, ils sont genre 17e, 18e. Bahreïn, c'est pas aussi fiable que la Bora ces dernières années, hein. Et Non, passer de c'est sûr. Groupama à Bahreïn, c'est pas non plus le gap de fou pour le moment, quoi. Non, c'est sûr. Après, je pense qu'ils seront quand même avoir le tour, au bout de 3 ans et que, en termes de leadership, il y a clairement de la place à prendre. C'est une équipe de vieux, la Bahreïn, hein, Caruso, Bilbao, Wout Poels. Ça, c'était 3 leaders en montagne actuellement chez Bahreïn. Bon et là, maintenant, tu peux rajouter Buitrago et Tibéri, Tibéri le fameux. C'est bon, mais ouais, Martinez a clairement une place de leader à aller gratter, à ces mecs-là, hein. Il n'a rien à envier à Buitrago, à Tibéri. Peut-être, des performances en chrono et encore, les chronos de Martinez sont assez bons. Donc, en termes de leadership, c'est bien. Enfin, en termes au choix le choix sportivement, je trouve qu'il est bien. Après, ouais, éthiquement, bon, Bahreïn, ouais, c'est pas la meilleure réputation du peloton, très clairement et à voir si, il va avoir des équipiers aussi, ça va vraiment continuer à être, les leaders que les vieux leaders, sur les courses. D'ailleurs, RMC nous disent que Lenny, il y a eu, en gros, l'offre de Bahreïn est arrivée en janvier, Ouais. grosso modo. Et que bah, Groupama, dès qu'il y a eu l'offre, ils ont essayé de tout simplement faire une contre-offre pour le garder, mais qu'il a jamais répondu. Voilà. Mais de toute À ce façon, jour, Lenny Martinez n'a formulé aucune réponse, qu'elle soit négative ou pas, à la direction. Enfin bref, ils disent aussi que ils préparaient un déménagement en dehors et tout. Enfin bref, il y a tout. Moi, on va être honnête, hein, moi et Colby, on avait entendu parler de ça aussi. C'était quoi? C'était début février, mi-février, avant même le début de la saison. Et bah, ça ouais, pourrait l'air déjà fait, oui, c'était déjà fait depuis janvier, hein. Et puis, de toute façon, maintenant, on le sait, hein, le mercato vélo, c'est le 1er août, mais tout se fait avant, quoi. C'est des officialisations qui tombent le 1er août. c'est clair et encore plus pour les prolongations, hein, faut s'y prendre, avant la dernière année de contrat parce que sinon c'est dans la merde. Après je pense que Groupama financièrement était peut-être pas apte à discuter avec ses coureurs avant Ah non, mais pour et Groupama, et puis on va pas se mentir, on se met tous ici à la place de Martinez. T'as une offre de 6 millions sur 3 ans qui t'arrive sur la table, mais qui refuse ici? Qui a les bah, couilles de refuser? c'est clair, OK, Actuellement, il est vers les 200 000 annuels chez Groupama. ouais, Frérot, moi, t'arrives, j'ai 20 ans. Tu me proposes 6 millions sur 3 ans, mais j'y vais les deux pieds joints, hein, j'y vais en trottinette à Bahreïn. ouais, c'est sûr, enfin, même si je dois faire l'équipier là de Arashiro, 38 ans, ouais, j'y vais, hein, je m'en fous, hein. Je vais Surtout, chercher du surtout boulot, dans un Yuka. monde et sur un sport où le vélo, c'est tellement. Je lui souhaite pas, hein, mais un coureur hyper prometteur, on l'a déjà vu souvent, hein, il peut avoir une terrible chute à 22 ans, fin de carrière. Et C'est. ouais, C'est tellement un sport où tout peut se passer et ça peut être terrible pour les mecs. Tu ne peux pas refuser un contrat pareil.
Donc Ouais, et puis je me mets à la place de Martinez, c'est logique qu'il y aille, c'est logique qu'il accepte. Et tous ceux qui diront l'inverse, c'est des menteurs ou des mecs qui n'ont pas la notion de l'argent. Mes frères, on te propose 6 millions sur 3 ans à 20 ans, et bien sûr que t'y vas. c'est sûr. Et puis même, une carrière cycliste, c'est vraiment court, hein, pour un sportif, hein, par rapport à d'autres sports, tu vois? Un cycliste, c'est, allez, 10 ans et puis à ton à top niveau, après c'est Mais 2,5 millions, des années 2,5 de millions, développement. c'est dans les. Je pense, c'est top 10 des salaires actuels, hein. Bah, ça a l'air d'un leader dans une équipe ou un tour, bien structurée, pour moi. Ah ouais, non, Tout le monde est entre les c'est. 2 millions et 2,5 millions quand un leader dans une équipe structurée entre 2 millions et 2,5 millions dans le C'est système actuel. énormissime, hein. Bah, Vingegaard, il Ouais. touche pas 2,5 millions, c'est pas possible. Soit c'est de son ancien contrat avant qu'il gagne ses 2 Tours de France, mais Enfin bref, dans tous les cas, les deux, c'est ciao. Je pense que maintenant, tout le monde l'ont compris. maintenant les yeux sont rivés sur Grégoire, clairement. Et maintenant, il va Et falloir. Ouais, pour Opama, faut tout mettre sur Grégoire, hein. clairement, clairement. Et bref, ouais, je suis convaincu qu'ils vont réussir à le faire, je suis convaincu. J'ai pas envie de me dire qu'ils vont le perdre, sinon c'est peut-être même la fin de l'équipe. Enfin, je vais loin, mais c'est peut-être la fin de l'équipe s'ils gardent pas Grégoire, hein. Donc, qui se le garde bien. Aïe, Et ouais. aïe, aïe, aïe. Et la dernière actu dont on voulait parler, ben ouais, un accident de caméra, on l'a vu Ouais, passer. alors j'ai pas préparé de trucs, mais vas-y. Ouais, bah, Kamna, accident à l'entraînement, s'est fait percuter par une voiture et c'était assez grave sur, les premiers jours. Donc, on verra bien enfin là, niveau récupération, ça a l'air d'aller. Il a l'air de revenir. Les opérations sont bien passées, mais c'est ouais, par sa participation au Giro est compromise très clairement. Les Alpes, c'est mort et ouais, c'est dommage parce que Kamna est totalement leader sur le Giro et il faisait un bon début de saison et tout, donc on lui souhaite vraiment une très bonne Oui, récupération, tout ça, un prompt rétablissement et ouais, ça change un peu les plans de Bora qui du coup n'a a que Martinez en leader sur le Giro aussi. Donc à voir comment ils vont gérer ça, s'ils décident de mettre un autre coureur en plus pour épauler Martinez aussi, c'est tout sur le tour, ils gardent leur optique de tout sur le Tour de France. exactement. Il y aura beaucoup de mecs out, hein, pour les courses qui arrivent, c'est terrible quand même. C'est terrible. Et les grands tours n'ont pas encore commencé, hein. Quand Ouais, il va neiger sur le Giro, parle pas de malheur. ouais, non, oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Bon, le calendrier de la semaine qui arrive, parce que le vélo ne s'arrête jamais, bien sûr, et il y a beaucoup, beaucoup de courses. Il y a déjà un tour qui a commencé aujourd'hui, c'est le Tour des Abruzzes, il Giro d'Abruzzo. Oh, l'accent italien magnifique. Qui est un peu, c'est un peu le tour qui remplace le Tour de Sicile qui n'existe plus, n'a pas lieu cette année. Et c'est d'aujourd'hui jusque jeudi, ce Tour des Abruzzes. Oui, Donc, première victoire voilà. pour Zanoncello déjà sur l'étape 1, C'est c'était un un Bargiani qui a sprint. gagné, non? Ouais, Zanoncello, c'est le sprinter à lunettes, ça, qui, L'homme à ouais, lunettes. ben ouais, il a de bonnes victoires, il fait un bon début de saison, donc ouais, c'est cool pour Bargiani qui aussi travaille bien là pour le moment. Bargiani, je suis très content pour eux. Ouais, et après, Et pour le reste de la semaine, on va avoir pas mal de classiques Flèche Brabançonne, on va avoir le triptyque là, classique de Besançon, le Jura et le Doubs. Et on termine la semaine en beauté dimanche. En même temps, en parallèle du Doubs, il y aura l'Amstel Gold Race pour montrer très vite fait. Ça, c'est le profil du Tour des Abruzzes, tour de mais il est 4 étapes. incroyable, hein. Il est incroyable. Voilà, grosse arrivée au Prati di Tivo, c'est un col qu'on connaît bien sur le Giro. Ce sera mercredi. L'Aquila aussi, on connaît bien. Il y a eu une arrivée il y a pas longtemps, je crois, sur le Giro à l'Aquila. Ouais, ben la Kia, ça veut dire Mortirolo, hein, non? C'est pas ça? Je pense qu'on est Hein? par là. La Kia, c'est-à-dire qu'il y a Mortirolo qui est à côté, vraiment, je me dis. Ah, peut-être, peut-être, je t'avoue, je l'ai pas. Je crois que c'est par là, c'est cette région-là de toute façon. Au niveau de start list, je vous l'affiche, beaucoup d'équipes italiennes forcément. La Astana en tête d'affiche avec Lutsenko. Et la UAE avec Adam Yates et Pavel Sivakov. Ton prono? Oui, mon prono pour Oui. cette course, parce qu'on l'a fait avant que la course commence, hein, Oui, oui, on l'a t'inquiète fait. pas. Moi, je l'ai fait ce matin. Toi, tu l'as fait hier, je crois, je sais plus quand. Ouais, j'ai mis pour, les Abruzzes, j'ai mis Sivakov. Ouais, moi, vu que je suis un connard et que j'ai pas scrollé jusqu'en bas, j'avais même pas vu qu'il y avait UAE, j'ai mis Lutsenko. Donc, sûrement que j'aurais dit un UAE, mais vas-y, on va croire en Lutsenko et en Astana, hein. Ultra Astana ici, ouais, ouais. De toute façon, j'ai pas mis le meilleur, UE, hein, j'ai mis celui qui se casse la gueule en permanence, donc Mercredi, Flèche Brabançonne.
petit Oui. mélange entre ardennaise et flandrienne. Ça fait un peu le lien des deux, on va dire, avec l'arrivée à Louvain. Et Flèche Brabançonne, bah, toujours une belle course, hein. Il y a une belle start list aussi, il y a du beau monde, il y a une grosse équipe de la Décathlon AG2R, il y a C'est du leur Axel course, hein. Laurence. Ah ouais, mais Décathlon, c'était Godon qui avait gagné l'an dernier, si je me souviens. Dont l'an dernier, Cosnefroy il y a 2 ans, de souvenir. Donc, Il y a du Albanese chez Arkea, Ben Hermans, je vois du Michael Matthews chez Jayco, il y a Timo Hellens, Mark Hirschi, ton pote Morgado chez UAE. Ce mec ne part jamais en vacances, qu'est-ce qu'il fout? Morgado! Euh, Morgado, ton euh, prono pour la Flèche Brabançonne. j'ai mis Matthews en vrai, parce que je me dis que il peut sortir Putain, en j'avais sprintant, il hésité. peut sortir peu importe comment, mais Matthews. Michael Matthews, pardon. Très bien, même si c'est la course de Décathlon, je n'ai pas mis de Décathlon, j'ai mis Dylan Teuns. Ah ouais, Eh oui, j'ai mis Dylan Teuns qui sera leader de la Israel Première Tech normalement. mec, il y a Joseph Blackmore, le vainqueur du Tour de Non. Rwanda et du... Alors, les classiques françaises, le triptyque là qui s'enchaîne du vendredi au dimanche. Le vendredi, c'est Grand Besançon Doux avec l'arrivée à Montfaucon et la bosse de 4 km à 9% dans le final. Pour Besançon, on aura du Guillaume Martin, du Godu, du Martinez. Et c'est un peu les noms qui sortent du lot, hein. Il y a des petits gars sympas. Il y a la Total qui est là avec Burgodo. Ouais, le Tour de Doubs, bah, en fait, je vais pas te mentir, hein, je vais prendre directement les 3 courses françaises, j'ai mis Martinez sur les 3, Lenny Martinez. Quoi? Ah ouais, mais là, on est sur une strat bizarre. Tu l'as mis sur les trois. Bah, il en gagnera au moins une des 3, je savais pas Ah ouais, laquelle mettre, j'ai donc mis c'est la strat, ouais. C'est genre, tu le mets sur les trois et t'espères qu'il en gagne une. mais j'espère qu'il gagne les 3. Hey! Mais ouais, vu ce qu'il a montré en ce début de saison, pour moi, des cols de 5 kilomètres comme ça, il est trop fort, hein. Putain, moi j'ai essayé d'innover quoi. Alors moi, j'ai mis Martinez sur les 3, hein, franchement. Moi j'ai mis Martinez aussi à Besançon. OK. Mais j'ai changé après. Parce que le samedi, nous avons le Tour du Jura avec l'arrivée au Mont Poupée. Les 4 derniers kilomètres à 8%. Ça ressemble un petit peu au profil de la veille. Et bon, on a grosso modo, de toute façon, sur les trois courses, on a grosso modo la même start list. Et moi j'ai mis, sur cette course-là, j'ai mis Michael Woods. Michael Woods? Ah, c'est vrai qu'il était déjà pas loin de battre Martinez aussi, Ouais, bah sur la classique, hein. en vrai, dès que j'ai regardé le profil et tout, ça me fait exactement penser à cette arrivée-là. C'était au Mont Bouquet, je crois. Faron, Montfaron, Faron, ouais, pardon. Et ouais. ouais, non, ça me fait exactement penser à ça. Et je me suis souvenu il est très très fort sur cette arrivée. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et le lendemain, enfin, le dimanche, Tour du Doubs, qui est peut-être la plus facile des trois. En tout cas, c'est là où on a le moins de gros pourcentages. L'arrivée à Pontarlier, au sommet du Larmont. Et toi, bah, t'as mis Martinez aussi là? Oui, Lenny Ah Martinez. ouais. Moi, j'ai mis Costu. Costiu. J'ai mis Ouais, c'est Ewen vrai. Costu. Costiu, je me demande encore un peu c'est quoi son profil parce qu'il grimpe mieux que ce que je pensais, Bah, on l'a mais il est vu, il fait super 17ème, je explosif. crois, sur Paris-Nice. On le voyait souvent là. Bon, il explose dans le final, mais bon, il tenait quoi. Mais Mmh. je pense qu'il tient pour le moment. Bah, la fois où on le voit gagner, c'est en faisant un coup du kilomètre sur du plat. Et je pense que le Larmont, c'est pas hyper dur, c'est du 5 de moyenne. Je pense qu'il peut le passer. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Ouais, très bonne carte. Bon, et enfin. euh, L'Amstel, Putain, mais je suis un connard. bah, tu sais que moi aussi, l'Amstel, enfin, on se parle de J'ai pas fait VD. l'Amstel. Mais tu sais que moi, Ouais, je je sais suis qui un va débile. gagner. Mais je suis un débile, j'ai pas mis VDP et tout parce que j'ai pas vu dans la Startis, mais oui, en fait, j'aurais dû mettre VDP. Bon, bah, j'ai écrit Pitcock, hein, tant pis pour moi. Ah, mais VDP, si tu veux. C'est VDP, hein, clairement, hein. Je sais pas comment j'ai pu le manquer de la Startis ou quoi, mais oui, c'est VDP. Non, moi, Je peux pas perdre j'ai vu, 100 j'ai ans. fait les Alpes. Moi, je te propose, c'est que les Alpes, on se les garde parce qu'il n'y a pas toutes les start list et tout. Il y a un peu, mais OK, on se les garde. Il y a la première étape lundi, mais on se le fera, nous, le dimanche soir. OK. Bah moi l'Amstel, énorme surprise, hein, l'Amstel. VDP. Ouais, non, mais de toute façon, on l'a dit, on le répétera à chaque fois, et s'il y a un seul des 3 GOAT sur une course, c'est lui qui sera mis. Enfin, on n'est plus à la plaisanterie là, il faut des points. Enfin, Exactement. Parlant de points, j'affiche le classement des pronos jusqu'à présent. 12-12. On a marqué 2 points chacun cette semaine. Le point de Van on ne Der se, Poel, le point de Merlier. on ne se lâche plus, hein. Même Merlé, On se lâche d'habitude, il y plus. en a Ah, un qui cette fait semaine, Merlé, l'autre qui fait on va Poel. se lâcher parce que hormis l'Amstel,
Il y a que l'Amstel où on a dit le même. Ah, c'est clair. Ouais, en plus, ouais, on a des beaux noms, donc ça va le faire. Je passerai le fond avec mon option Martinez. Ah, est-ce que la strat va passer, quoi? Oh, On va j'y crois gagner zéro à ce 0. qu'il gagne les 3 quand même. Ouais, mais c'est possible en plus, hein. Tu sais que l'année passée, je crois que c'était Pinot qui était trop fort sur les Mais tu sais 3 qu'il va en classiques. gagner une, ok, mais il va gagner celle que j'ai mis, du coup ça va te servir à rien. C'est totalement possible en plus. Aïe, 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 La aïe, remontée aïe, de aïe. Colby, aïe 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 aïe. C'est C'est terrible. petit. Bref, les gars, on va s'arrêter là. On a fait le tour d'un peu de tout. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé, c'était pas le lundi comme prévu. Ça a été mardi pour cette semaine. Semaine prochaine, ne vous en faites pas. Je ne serai pas sur l'Amstel, normalement. Donc, on se retrouve lundi pour hors délai. On parlera de l'Amstel. On parlera de toutes les courses qui ont lieu cette semaine. Et puis voilà quoi. Des bisous, Colby. Merci d'avoir été Ouais, là. J'espère que t'as kiffé. J'espère que le chat a kiffé. ouais, comme d'hab, hein, likez, commentez, mettez 5 étoiles sur Spotify, Deezer aussi. Et ouais, surtout les retours, hein, importants, c'est bon, perso, c'est la partie que je kiffe le plus, hein, donc on va pas faire semblant. Donc allez-y, lâchez-vous, dans les commentaires, parlez un peu de tout ce dont vous avez envie de parler. Exactement. On vous fait des bisous. Rendez-vous lundi prochain pour le 13e déjà de hors délai. Et puis nous, personnellement, on se retrouve demain et toute la semaine pour du PCM, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Des bisous à tous. Et à lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao!